L'histoire commence par l'image d'une mante dévorant un papillon de nuit. Nous voyons ensuite un serpent manger une grenouille et un oiseau manger un ver. Il s'agit de montrer ce qu'est un prédateur dans le monde de la nature. Ensuite, on voit le prédateur de l'homme, mais le nom est rayé. Il sera révélé dans l'histoire à venir. Chapitre 1. Dernier espoir. Le départ indique qu'il est impossible de gagner contre un ennemi sélectionné naturellement. Nous voyons ensuite un immense château, où un grand nombre de personnes ont été rassemblées. Nous voyons des êtres humains à l'allure étonnante et aux caractéristiques différentes, qui semblent tous avoir été rassemblés pour une tâche à accomplir. Certains d'entre eux portent également de petites créatures sur leurs épaules, comme un mignon acolyte. Nous voyons une ombre sombre apparaître depuis la porte et c'est le roi qui crie aux héros. Il dit qu'il est temps pour eux de se battre pour l'humanité et son existence. Les démons ont tué des humains et les ont fait souffrir pendant des générations. Nous avons un aperçu des démons sournois qui sont de taille énorme et qui ont l'air effrayants. Les héros semblent déterminés par les paroles du roi. Presque toute la terre est tombée entre les mains des 47 rois démons qui contrôlent les différentes parties du monde. Mais celui qui dirige ces 47 rois démons est le grand roi démon. La douleur que les démons ont causée aux humains ne peut être expliquée, mais l'existence des humains dans ce monde est semblable à la flamme d'une bougie dans une rafale de vent. La douleur que les démons ont causée aux humains ne peut être expliquée, mais l'existence des humains dans ce monde est semblable à la flamme d'une bougie dans une rafale de vent. Le roi dit que si cela continue, ils seront dévorés par l'armée des démons et les humains disparaîtront de l'existence. Il s'écrie que nous ne le ferons pas. Nous avons fui et nous nous sommes cachés pendant des siècles, mais le moment est venu de les affronter. C'est pourquoi nous avons sélectionné des héros forts dans le monde entier et les avons entraînés avec toutes les ressources et technologies dont nous disposons. Le roi estime avoir créé le groupe de héros surhumains le plus fort et les a rassemblés dans son château. Il dit aux héros qu'ils sont le dernier espoir de l'humanité. Un jeune homme est agacé par le fait que le roi parle beaucoup. C'est le 9e héros Bolst. Le roi dit que chaque héros doit quitter son groupe et se rendre à la forteresse du roi démon qui lui a été assignée. Bolst pense qu'il s'agira d'une course pour savoir qui vaincra le roi des démons en premier. Le 23e héros Fakaxo dit que cela lui semble bon et qu'il ne perdra pas cette bataille. Le 41e héros Alicia se sent désavantagé par l'éloignement de sa région. Le 3e héros Abyss a l'air déterminé et prêt. Il demande à Abyss d'y aller doucement avec eux parce qu'il a une équipe de génies étant lui-même un héros fort. Le 30e héros Lewin semble un peu mal à l'aise. Il crie aux autres qu'ils ne doivent pas sous-estimer l'armée des démons. Mais quelqu'un interrompt son discours nerveux. C'était le 19e héros Erio. Il dit que tout le monde ici comprend à quel point l'armée des démons peut être puissante et effrayante. Bolst était un enfant lorsque son village a été tué par l'armée des démons. Les parents de Fakaxo ont été tués et l'amant d'Alicia a été enlevé par l'armée des démons. Erio dit que nous nous sommes entraînés jusqu'à la mort depuis tout ce temps et que ce badinage est juste un signe de confiance qu'ils ont avant la bataille. Il demande à Loin de se calmer ou il va effrayer les filles avec un visage si sinistre. Il continue en disant qu'ils vont gagner ce combat à coup sûr. Il demande au 11e Allo ce qu'il en pense. Nous voyons que son visage est tourné comme s'il retenait sa nervosité dans son tabouret. Il le regarde et dit qu'il est très nerveux. Nous voyons une créature de type fée du cochon tenant un verre et un seau. Il s'agit de la fée de soutien du héros appelé Pain. Le seau était destiné à Allo s'il voulait vomir et un verre d'eau pour se sentir mieux. Allo dit qu'il va bien mais qu'après avoir entendu le discours du roi, il a senti un énorme poids de responsabilité sur ses épaules. Pain dit que Allo est trop sérieux et Allo lui demande si tout va bien se passer. Pain dit que Allo n'a pas changé depuis qu'il l'a rejoint comme fée de soutien à l'école de formation et qu'il aimerait être la fée d'un grand homme comme Bolst. Erio demande à Pain de ne pas être aussi méchant. Pain dit que Allo manque de souplesse mais qu'en termes de force, il ne perdra pas face à son ennemi. Pain dit qu'il s'est entraîné aux côtés de Allo pendant tout ce temps et qu'il sait ce qu'il en est. Erio dit que la même force est importante pour les héros dans cette bataille. Allo semble motivé par ces paroles et les deux se donnent un coup d'avant-bras en se souhaitant le meilleur. Allo dit qu'il faut battre le roi démon et porter des toasts de célébration. Il fait une promesse à Allo. Allo accepte la promesse et devient tout à fait déterminé à se battre. Le roi lance un cri de guerre et demande aux 47 héros d'aller vaincre le grand roi démon et de sauver le monde. Tous les héros semblent prêts et déterminés pour cette dangereuse bataille.
Nous entrons dans un autre décor lugubre et constatons qu'une demi-année s'est déjà écoulée depuis que les héros sont partis vaincre les démons. Allo est assis avec 3 autres héros autour d'un feu de camp, ils ont tous l'air tendus. Soudain, un oiseau tend un parchemin à Pain. Pain l'ouvre et lit une autre lettre qui sent le sang. Allo demande à Pain la lettre et Pain hésite à la lui faire lire. Mais Allo est trop déterminé à la lire et demande à lui remettre la lettre. Nous le voyons lire la lettre qui contient des informations sur la bataille, un peu comme un article de presse. La lettre indique que le 23e héros Fikaxio n'a pas réussi à soumettre le 23e roi démon Diganazaru et a été capturé comme rat de laboratoire. Le 9e héros Bolst n'a pas réussi à soumettre le 9e roi démon Vanagan et est mort pendant la bataille. Le 41e héros Alicia ne réussit pas à soumettre le 41e roi démon Vanishukorji et devient un individu à l'esprit brisé. Le 30e héros meurt au cours de son voyage. Le 10e héros MC Bunk subit un lavage de cerveau et devient un démon. Le 3e héros, Abyss, est retrouvé mort. Allo est tendu après avoir lu cela et l'autre héros est choqué par la mort d'Abyss, celui qui a abattu la bête magique de la foudre, Gora. Il dit qu'ils ne reçoivent que des nouvelles de la mort des héros et de la défaite d'un démon. La jeune héroïne, troublée, demande combien il reste de héros et pense qu'à ce rythme, ils vont tous mourir. Nous voyons un vieil homme avec un chapeau de sorcier appelé Allo et il lui demande ce qu'il faut faire à l'avenir. Il fallut une demi-année au 11e groupe pour atteindre le château du roi démon Jaché. Le vieil homme dit qu'ils ont vécu l'enfer pendant tout ce temps, ce qui les a rendus plus forts. Mais il a l'impression que, tous les 2 jours, des héros devenus aussi forts qu'eux trouvent la mort. Pain lui lance un regard bizarre et commence à emballer ses affaires. Le vieil homme lui demande ce qu'il fait. Pain dit qu'il est clair que l'humanité est condamnée et qu'il rentre chez lui. Pain estime qu'il est stupide d'engager un combat en sachant que l'on va mourir et il aimerait vivre sans souci jusqu'à la fin de ses jours. Pain dit que tous ceux qui veulent mourir peuvent le faire. Les membres du groupe ont l'air tristes et nerveux. Nous voyons Allo lire que le 19e héros Ariel n'a pas réussi à soumettre le 19e roi démon Nudu et que la bataille a pris fin. On ne sait pas où se trouve Ariel après la bataille. Allo a l'air triste après avoir lu cela et se souvient de la promesse qu'ils se sont faite l'un à l'autre avant de partir pour ce voyage. Il dit que Pain a raison et que personne ne se rendrait à une bataille où il risque d'être tué. Pain se sent dépassé et est heureux que Allo le comprenne et que, dans une telle situation, même un homme à l'esprit aussi dur que lui puisse se sentir à l'aise. C'est alors que Allo interrompt son Pain et lui dit qu'il serait le plus bête et qu'il irait voir le roi des démons. Allo remercie les membres de son groupe en tenant la poignée de son épée, et dit qu'il vaincra lui-même le roi démon Jeshi. Pain est choqué par Allo. Pain demande à Allo s'il a entendu ce qu'il a dit auparavant et s'il mourra s'il s'engage dans ce combat. Allo dit qu'il connaît les conséquences et qu'il continuera à marcher parce qu'il est un héros. Le vieil homme fixe l'épée de courage qui brille de 1000 feux. L'épée du courage est donnée à chaque héros et elle est créée grâce à la recherche magique de l'humanité. L'épée réagit à la magie et à la volonté de son porteur, ce qui la rend plus forte. L'épée fonctionne comme une arme anti-démon et est très utile contre les rois démons. La brillance de l'épée signifie que le cœur d'Allo n'est pas encore brisé, tout comme sa volonté. Pain est agacé par ses actes héroïques et dit qu'il peut faire ce qu'il veut et les autres s'en vont. Alors ne pleurez pas quand vous perdez espoir. Nous voyons les 3 membres du groupe suivre Allo et Pain leur demande pourquoi ils reviendraient en arrière. Le vieil homme dit que leur existence est un soutien aux héros et qu'ils suivront Allo parce qu'il est la vraie définition du héros. Cette raison est suffisante pour qu'ils parient leur vie sur la volonté de Allo. Nous voyons Allo les remercier. Il dit « Allons-y pour la bataille finale », alors qu'il se dirige vers le château du roi des démons. Pain quitte la scène en disant que c'est assez et que sa vie est plus importante que n'importe quel combat. Soudain, d'énormes monstres surgissent de nulle part, ce qui effraie Pain qui s'enfuit vers Allo et la fête. Pain dit qu'il ne peut pas laisser Allo seul, mais en réalité il a peur d'être seul. Nous voyons un nouveau décor du château du roi des démons. Il fait sombre et lugubre. Les tonnerres crépitent et nous voyons des lustres en forme de tête de mort sous lesquels la fête se déroule. Ils trouvent l'endroit très calme et se demandent pourquoi ils n'ont pas encore affronté un seul démon. Ils ont l'impression qu'il s'agit d'un piège tendu aux héros. Allo leur demande de continuer à aller de l'avant. Allo touche une porte. Et soudain, ils sont transférés devant le roi démon Jaché. De nombreux démons les entourent en se moquant d'eux et en hurlant.
Jaché dit qu'il est fatigué d'attendre et leur demande de ne pas s'inquiéter des autres démons dans le château car ils ne sont que de simples spectateurs. Le roi démon se présente et demande au héros de montrer ses pouvoirs. Allo a l'air calculateur mais le vieil homme du parti est agacé par les paroles de Jaché et laisse de côté un fort pouvoir magique. Il a l'impression que le démon regarde les humains de haut. Lance la magie de flamme suprême de la plus haute classe, la flamme de l'enfer. Jaché ne bouge pas d'un pouce bien que l'attaque l'atteigne au visage. Il souffle des cheveux par la bouche et annule l'attaque. Le vieil homme est choqué par ce geste. Jaché dit que la flamme était suffisante pour allumer une bougie. Il fait claquer son doigt. Le vieil homme s'écrase contre le mur, son corps se séparant en deux parties. Allo est terrifié après avoir vu son vieux père Régis mourir. Le roi des démons qualifie les êtres humains de créatures fragiles. Il est déçu de constater qu'il ne s'agira pas d'un grand combat. Allo regarde derrière lui et constate que les autres membres de son groupe, Lyle et Mesrina, sont morts eux aussi. Allo est effrayé et se demande en un instant ce qui s'est passé. Jaché dit qu'ils sont morts à cause de la magie dense qui entoure son corps. Un être humain ne tiendrait même pas 10 secondes à une telle distance. Allo s'élance avec son épée et charge Jaché avec colère. Le roi des démons se penche en arrière mais reçoit une petite coupure sur les pectoraux. Jaché complimente l'épée et demande si c'est celle qui peut blesser un roi démon. Allo est plein de rage et continue d'attaquer Jaché. Le roi des démons esquive son attaque. Complète la maîtrise de l'épée de Allo. Il dit que chaque coup qu'il a tenté a atteint ses points vitaux et se demande s'il a suivi un entraînement vigoureux. Allo saute en l'air et tente d'entailler l'épaule de Jaché mais le roi des démons saisit son épée avec ses doigts. Il affirme qu'ils ne sont même pas assez proches en termes de puissance. Allo est visiblement choqué de voir son attaque stoppée de la sorte. Jaché le rejette à distance. Nous constatons que la main droite de Allo a été coupée. Allo le regarde avec incrédulité. Jaché, qui tient la main brisée, demande à Allo si c'est bien ce qu'il cherche. Allo hurle de douleur. Jaché examine l'épée sacrée et se demande si c'est ce que les humains ont passé tout leur temps à préparer. Pain s'inquiète pour Allo qui grogne de douleur et c'est alors que Jaché lance l'épée sur Allo. Il dit de prendre l'épée sacrée et de le découper. Pain et Shallow sont choqués par ces mots. Les démons du château sourient aux paroles de Jaché. Jaché dit qu'il ne s'agit pas d'un piège et qu'il veut juste savoir ce que l'épée lui ferait. Il demande à Allo ce qu'il ferait maintenant qu'il est sans défense. Allo interpelle Jaché avec colère, en pleine rage, lui dit à quel point les démons vont-ils ridiculiser l'humanité. Il attaque Jaché avec l'épée mais celle-ci se brise au contact du corps du roi démon. Jaché reste debout, sans se laisser impressionner par quoi que ce soit. Nous revenons au dialogue de l'ennemi naturel dans le domaine de la nature. Comme les serpents, les grenouilles, les oiseaux et les insectes. Les prédateurs de l'homme sont cachés par des rayures. Mais il dit qu'il est presque impossible de gagner contre un ennemi naturel selon les lois naturelles. Nous voyons l'immense silhouette de Jaché qui domine Allo, agenouillé. Il est terrifié en regardant le roi des démons. Jaché le regarde et lui dit que c'est la limite des humains de pacotille. Il pointe son doigt et charge Allo d'un puissant rayon qui l'envoie hors du château. Allo descend du château et Jaché déclare que le fait qu'il ait pensé affronter un roi démon d'un tel niveau est une plaisanterie. Jaché dit à Allo de ne jamais penser à affronter un roi démon, et encore moins à le battre. Allo tombe du château en hurlant de désespoir. On voit Pain s'approcher de Allo pour l'aider. À la fin, Allo est inconscient dans les airs et Pain tente de l'attraper. Nous remontons le temps de 9 ans en arrière, où l'on voit Zabé, le grand frère de Allo, lui enseigner des faits mystérieux sur la magie. Allo reste assis et regarde son grand frère dessiner un cercle d'invocation avec un bâton. Zabé explique comment il peut dessiner un cercle d'invocation. Faire apparaître une pomme à partir de rien. Allo est choqué et pense que cela vient de nulle part. Zabé le corrige et lui dit qu'il n'est pas venu de nulle part et qu'il a été invoqué par le pommier derrière eux. Il explique que l'invocation consiste à téléporter des substances dans le cercle. Allo est choqué et pense que cela vient de nulle part. Zabé le corrige et lui dit qu'il n'est pas venu de nulle part et qu'il a été invoqué par le pommier derrière eux. Il explique que l'invocation consiste à téléporter des substances dans le cercle. Allo engloutit la pomme et Zabé continue d'expliquer. Il dit que si nous traçons mal le cercle, il invoquera une pomme bizarre à cause d'une invocation ratée.
Zabé dit que la pomme bizarre ne vient pas de l'arbre derrière eux et se demande d'où elle a été invoquée. Cette idée l'enthousiasme et il demande à Allo si ce n'est pas intéressant. Allo répond qu'il ne sait pas. Nous revenons au présent où Allo est allongé, vaincu, et il se souvient des paroles de Zabé. Il se souvient des paroles de Zabé, qui a dit que Allo était plus doué pour utiliser son corps que sa tête et qu'il pensait qu'il deviendrait un bon héros à l'avenir. Nous voyons Pan hurler au visage de Allo et lui demander s'il va bien. Il est en pleine souffrance et demande à Pan où il se trouve, ce à quoi Pan répond qu'ils ont été emportés par le ruisseau loin du château de Jaché. Il raconte à Allo qu'il a failli mourir. En vérifiant ses bandages, Allo demande à Pan s'il l'a soigné. Pan répond qu'après s'être échoué au bord de la rivière, des gens inattendus l'ont rencontré et l'ont soigné. Nous voyons 3 ombres s'approcher, 2 par derrière. Allo est sous le choc lorsqu'il reconnaît les gens. Il s'agit de son grand frère Zabé et de ses subordonnés. Zabé salue Allo et lui dit que cela fait longtemps qu'il n'a pas été affecté à l'escouade des mages. Pan se met à pleurer et serre Zabé dans ses bras. Zabé dit que le visage de Pan est toujours aussi drôle et se souvient qu'ils ont passé du temps ensemble à l'école de formation. Allo demande à Zabé pourquoi il est ici. Zabé répond que cela fait partie de son travail de mage et lui présente ses subordonnés Frin et Wally. Wally demande à Zabé si son jeune frère est un héros, ce à quoi Zabé répond par l'affirmative. Frin estime que la situation est effrayante parce qu'un héros s'est retrouvé avec des blessures aussi graves. Il pense que l'armée des démons doit être trop puissante pour les humains. Allo est désespéré et demande à son frère aîné de lui pardonner. Il bégaye en racontant que d'autres héros sont morts dans la bataille. Il est triste que les héros n'aient pas le droit de perdre et que ce soit la seule chose qui se produise. Zabé regarde son jeune frère et garde la main sur son épaule. Il dit que Allo s'est bien battu et que grâce à ses efforts pour détourner l'attention du roi des démons, ils ont pu avancer dans leur autre plan. Allo pose des questions sur ce plan secret et même Pan est curieux. Wally demande à Zabé de regarder le ciel qui gronde du tonnerre. Pan est effrayé par cette situation, mais Zabé sourit et dit qu'il était temps et que tout se passe comme prévu. Une forte rafale de vent souffle sur Allo qui demande à son frère aîné ce qu'il en est de leur plan. Zabé demande à Allo s'il se souvient de la pomme bizarre qu'il avait invoquée quand ils étaient enfants. Il dit qu'il n'est pas de leur monde et qu'il a été invoqué d'un autre monde. Allo est troublé par cette déclaration. Zabé explique que les escouades de héros ont combattu les rois démons et leurs armées, tandis que les escouades de mages ont été dispersées dans le monde entier. Il est le chef de la 7e escouade du Nord, dont les survivants sont Frin et Wally. Nous voyons une image de la Terre et de la façon dont les mages formaient un énorme cercle d'invocation. Ils ont créé un cercle d'invocation assez grand pour couvrir toute la planète. Allo s'interroge sur le but de tout cela et demande à Zabé ce qu'ils essaient d'invoquer. Zabé regarde fixement les démons qui s'approchent d'eux. Ils sont attirés par l'odeur du sang de Allo. Zabé demande à son jeune frère de se coucher et de rester en arrière car il n'est pas en état de se battre. Zabé affirme que le plan a réussi et demande à Allo de rester calme. Allo est troublé par ces déclarations. Nous voyons l'escouade de mages lancer des attaques magiques de type boule de feu sur les démons. Certains démons sont tués, mais l'un d'entre eux attaque Zabé. Allo sent que c'est fini et que même avec la magie de Zabé, ils ne peuvent pas gagner ce combat. Il pense qu'aucun pouvoir ou stratégie ne les fera gagner contre les démons. Nous voyons une image de Jaché souriant. Allo hurle à l'agonie en se sentant impuissant. Zabé retient le démon et demande qui a dit que c'était eux qui combattraient les démons. Pan et Allo sont tous deux troublés par ces paroles. Un groupe de démons attaque Zabé et Allo hurle d'impuissance. Zabé fait face aux démons et leur demande de se sauver et de l'oublier. Juste avant de pouvoir attaquer Zabé, les démons sont abattus par une sorte de pouvoir puissant comme des balles. Tout le monde est choqué et observe la fumée qui s'échappe des démons. Pan le renifle et dit qu'il n'a jamais senti une telle odeur et que quelque chose s'approche d'eux. Nous voyons qu'il s'agit d'une armée dotée d'armes futuristes, de fusils et d'armures. On les voit recevoir des ordres du capitaine Kaila. Des formes de vie non identifiées attaquent des humains et il faut les secourir. Ils commencent à tirer sur les démons après avoir reçu les ordres. Les démons n'ont aucune chance face à cette technologie et sont abattus en un instant. Ils se tiennent au-dessus des cadavres des démons avec leurs armes, et Allo se demande qui ils sont. Pan dit qu'ils ont tué des démons sans problème, et Zabé se réjouit que leur plan ait réussi. Ils parviennent à convoquer un monde entier à partir d'un espace temporel distinct. Pan et Allo sont choqués par l'exploit des escouades de mages.
Les habitants de leur monde n'ont pas les moyens de combattre l'armée du roi des démons, et c'est pourquoi ils ont dû demander l'aide d'un autre monde. Un monde d'êtres humains dont l'histoire de l'évolution est différente. Pan pense que c'est génial et est fanbois de la technologie et de l'armure des humains de l'autre monde. Zabé est heureux et dit qu'aucun d'entre nous n'a plus à se battre et Halo essaie encore d'assimiler tout cela. Il se demande si ces types vont sauver leur monde et les aider. Les humains de l'autre monde commencent à enlever leurs casques et demander à Zabé et à d'autres s'ils sont des habitants de ce monde. Zabé se prépare pour les présentations alors qu'il est hypnotisé par Pan par derrière. Alors que Zabé dit bienvenue dans notre monde, il est interrompu par les autres humains. Il leur explique que la méchanceté de l'homme les a plongés dans une grave crise et qu'ils sont au bord de l'extinction. Zabé, Pan et Halo sont sous le choc de cette nouvelle. Les humains de l'autre monde demandent à être sauvés et nous voyons un endroit où leurs villes sont détruites. Le deuxième chapitre, Humanity Caught in Between, commence avec les humains de l'autre monde qui demandent de l'aide à Zabé et à d'autres. Nous voyons les réactions de Zabé et de Pan dans le style manga typique d'Insensei. Ils sont choqués par le fait que ceux qu'ils ont appelés à l'aide leur demandent de sauver leur monde. Zabé est confus et suppose qu'ils parlent une langue différente. Pan pense que l'aide doit être une façon de saluer les gens dans leur monde. Le capitaine Kayla est appelé par son camarade pour prêter main forte aux nombreux blessés arrivés dans le fourgon de l'armée. Kayla s'y met et demande un gamin de première urgence pour soigner son camarade qui souffre manifestement. Nous découvrons qu'une porte interdimensionnelle a été activée et qu'elle les a reliés à un autre monde, dans un univers parallèle. Elle dit que les gens de ce parallèle les auraient aidés. Nous voyons Pan et Zabé transpirer après avoir entendu cela. Halo essaie de comprendre la situation dans son ensemble. Les humains de son monde ont failli être tués par l'armée du roi démon et c'est pourquoi l'escouade de mages a élaboré un plan. Il s'agissait d'invoquer l'aide d'un autre monde après avoir fait un grand cercle d'invocation autour de la Terre. Mais les humains de l'autre monde cherchaient également de l'aide. Kayla se présente comme le commandant des lignes de front anti-machine. Zabé se présente comme un sorcier, Halo comme un héros, et Pan et ses subordonnés comme des alliés. Kayla commence à réfléchir après la mention du sorcier et du héros. Elle est sûre maintenant qu'ils viennent bien d'un autre monde. Zabé lui demande de tenir bon et se demande pourquoi elle a cru si vite à cette histoire tout à l'heure. Il demande à Kayla s'il s'agit des personnes convoquées par le cercle magique. Kayla nie et dit que Zabé et ses amis sont ceux qui ont été convoqués par le portail interdimensionnel qu'ils ont créé. Ils sont tous deux sous le choc. Nous voyons que les deux parties du monde sont connectées et nous pouvons voir le château du roi démon ainsi que les bâtiments détruits. Kayla comprend qu'ils ont tous deux demandé de l'aide à l'autre au même moment et que le résultat est là. Nous voyons les deux humains assis autour d'une table et préparant de la soupe et de la nourriture. Wally dit que même s'ils appartiennent à des mondes différents, leurs besoins de survie les ont réunis. Halo demande à Kayla s'ils ont aussi un ennemi et elle l'affirme en disant que leurs ennemis sont des robots. Elle parle de l'IA et de son évolution dangereuse qui a conduit à cette situation. Ils ont attaqué leur créateur et ont maintenant conquis plus de 80% de leur monde. Zabé est confus après avoir entendu le mot « robot ». Il dit qu'il a du mal à comprendre les robots, mais il pense que s'ils les ont créés, il devrait être facile de les manipuler. Kayla répond que ce n'est pas si facile. L'intelligence artificielle de ces robots a dépassé celle des êtres humains. Ils créent des armes que même les humains ne peuvent pas déchiffrer. Elle pense qu'il pourrait être difficile pour eux de comprendre ce concept parce qu'ils combattent des créatures sans esprit. Zabé est furieuse de cette déclaration. Il pense que les humains du monde de Kayla ne seraient pas capables d'affronter les démons, car ils ont le pouvoir de détruire le monde et de faire des prouesses magiques. Kayla dit que les robots sont plus forts en termes de puissance et qu'ils sont produits en masse dans des usines. Elle pense qu'ils ont la vie plus dure que le monde de Zabé. C'est comme un face-à-face entre ces deux personnes qui comparent leurs problèmes. Kane se demande pourquoi elles se disputent. Payne interroge Kayla sur l'arme qu'ils ont utilisée auparavant pour détruire des groupes de démons et sur la possibilité de l'utiliser sur leurs ennemis. Kayla pointe son arme du doigt et dit que si c'est ce dont vous parlez, cela ne fonctionnera pas sur nos ennemis. Soudain, tout le monde entend des sons différents et se met en alerte. Zabé s'interroge sur le bruit bizarre et Payne sent quelque chose qui n'est ni un humain ni un démon. Kayla dit qu'ils arrivent tout de suite, les robots. Nous voyons différents types de robots IA au visage souriant s'approcher à travers les décombres. L'un d'eux annonce « Peuple de la Terre, nous ne sommes pas ici pour vous tuer.
Ils disent qu'ils sont là pour les protéger et donner à leurs amis de la bonne nourriture et des vêtements chauds pendant la garde. Ils leur demandent de sortir car ils sont le dernier groupe restant. Kayla, Zabi, Halo et Payne se cachent derrière des décombres. Kayla dit que c'est l'astuce des robots pour appâter les humains. Elle explique que l'IA se développe à chaque seconde et qu'elle trouve des moyens d'appâter les humains et de les tuer. Zabi et Payne sont effrayés après avoir entendu cela, tandis que Payne dit qu'ils n'ont pas l'air méchants pour lui. Soudain, le robot détecte des humains cachés derrière les décombres et active le mode destruction. Kayla comprend qu'ils les ont trouvés et se prépare à une attaque armée avec du feu. Nous voyons les robots IA s'approcher d'eux pendant que les humains les attaquent avec des armes à feu. Se demandent pourquoi ils ne sont pas blessés par quelque chose qui a été tué par des démons et qui a fini par les tuer. Ils ont découvert que les robots s'étaient adaptés à leur laser grâce à une protection anti-laser et ont changé leur mode mitrailleuse. Ils ouvrent le feu avec des armes spéciales perforantes et le bruit est si fort que Payne et Zabi se bouchent les oreilles. Les robots passent à l'attaque et les humains s'agacent de voir que les robots IA se sont déjà adaptés à leurs nouvelles armes. Le robot se transforme en une énorme machine et dit aux humains qu'ils doivent se préparer à reposer en paix dans un bonheur éternel. Alors que les humains armés pensent que leur défaite est proche, une secousse sismique piège les robots IA. Kayla en est choquée. Zabi est la personne qui a utilisé sa magie pour créer un tremblement de terre. Il demande à Wally de lancer son sort lorsque les robots sont immobiles. La magie de glace de classe suprême est lancée par Wally et forme un blizzard qui gèle ses machines. Les robots tentent toujours de collecter des données à partir de ces nouvelles attaques qui ont interrompu leur système principal. Kayla et ses camarades sont impressionnés par les pouvoirs des sorciers. Zabi demande si c'est la première fois qu'ils assistent à de la magie. Il explique que tous les êtres vivants ont de la magie, mais qu'il n'en a pas senti dans ces machines de métal et que c'est pour cela qu'elle a été plus efficace sur eux. Nous voyons Zabi rire aux éclats et dire que les robots n'étaient rien après tout. Kayla et ses camarades disent que c'est ce qu'ils attendaient comme aide, mais elle dit que c'est encore plus que cela. Elle appelle Zabi et lui tend la main pour une poignée de main. Kayla dit que malgré toutes leurs armes technologiques, ils n'ont pas réussi à trouver des moyens de vaincre ces robots, mais que leurs sorts magiques ont suffi à les mettre hors d'état de nuire. Zabi pense la même chose et estime que leur technologie scientifique suffirait à vaincre les démons de leur monde. Ils se serrent la main et deviennent des alliés. Grâce à cette alliance, ils pourront sauver le monde et les humains pourront vivre. Halo s'émeut de voir son frère souffrir et se demande pourquoi Halo pleure. Il pense que son grand frère est tout simplement génial et que, même dans une crise désespérée, il a réussi à ouvrir la voie. Halo pense qu'il n'est rien comparé à son frère aîné. Soudain, le nez de Payne se met à faire des siennes et il a l'air effrayé. Il dit que c'est l'odeur des innombrables démons qui affluent. Zabi et Kayla sont alertés de cette situation et nous voyons arriver des démons de toutes sortes. Zabi dit qu'ils doivent se retirer pour l'instant et réorganiser leurs forces avec un plan. Le camarade de Kayla demande à Zabi s'ils ont un camp de base et il répond qu'il y a un fort qu'ils peuvent utiliser. Le problème est qu'il faut beaucoup de temps pour y arriver. Frin vient à la rescousse et dit qu'il peut utiliser le champ magique volant mais que cela lui prendra 5 minutes. De cette façon, ils peuvent atteindre le fort en une demi-journée. Zabi dit qu'il laissera Frin s'en charger. Soudain, nous voyons les robots se mettre en marche après la fonte de la glace. Zabi est choqué de voir qu'ils sont de retour. Kayla explique que les robots ne peuvent pas mourir et qu'ils peuvent éteindre leur système et le rallumer, mais elle a l'impression qu'ils sont revenus bien plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Nous voyons que les deux parties du monde humain sont approchées par l'ennemi. La sorcière se tient devant les robots et Kayla et ses camarades se tiennent devant les démons. Zabi demande à Frin de continuer le chant et dit à tout le monde qu'ils doivent juste tenir les ennemis pendant 5 minutes et qu'ils ont ensuite une solution. La bataille commence des deux côtés et nous voyons des mitrailleuses tirées et des sorts être lancés. Zabi se prépare à les détruire avec de puissants sorts issus de son arsenal de compétences. Kayla demande à ses camarades d'ouvrir le feu et de tirer sur les démons. Frin est concentré sur le sort et Halo se tient à ses côtés. Il pense qu'elle devrait faire quelque chose pour l'aider, mais son frère aîné lui demande de rester là et qu'ils auront besoin de lui plus tard en cas d'urgence. Les humains armés s'amusent à tuer des démons. Kayla dit à Sazuma qu'il s'est un peu trop avancé et qu'il devrait revenir. Il répond qu'il est bon et que ces démons ne sont rien comparés aux machines qu'ils affrontent dans leur monde. Nous voyons la silhouette d'un démon avec du vent se tenir dans la fumée à côté de Sazuma, qui sent soudain la présence.
Zabi et Wally utilisent à fond leur magie et pensent avoir réussi à arrêter les robots. Alors qu'ils se préparent à porter le coup de grâce, nous voyons l'adaptation s'achever et c'est un robot qui a formé un bouclier pour repousser les attaques de la sorcière. Zabi est choqué par ce mouvement et nous voyons le robot dire qu'il a appris les nouvelles attaques et qu'il a appris à former une barrière. Zabi continue d'attaquer et le robot avance à l'aide d'une barrière. Zabi dit que cela ressemble à la magie des barrières qu'ils utilisent et interroge Kayla à ce sujet, car elle avait dit que les robots ne pouvaient pas utiliser la magie. La fumée se dissipe et nous voyons une créature démoniaque avec des ailes qui tient la tête de Sazuma d'une main. Avant que quiconque ne puisse faire quoi que ce soit, il écrase la tête de l'humain en morceaux. Kayla hurle à l'agonie. Le démon se présente comme Kiva, le capitaine de la 11e division de l'armée. Kiva est le fidèle serviteur du roi démon Juché. Kiva dit qu'il est venu tuer les 47 héros et qu'il utilisera toute sa force pour faire tout ce que son roi Juché lui demandera. Halo tourne la tête après avoir entendu le nom de Juché. Les humains armés commencent à tirer de toute leur force sur Kiva. Il esquive tous les rayons laser de l'ennemi avec ses mains et se demande qui sont ces nouvelles civilisations. Il n'a aucune idée des nouvelles armes mystérieuses de ces nouveaux humains. Kayla comprend que les rayons laser agissent sur lui et qu'il est différent de ceux qu'ils ont affrontés auparavant. L'un d'entre eux charge une grosse attaque de sa mitrailleuse sur le démon. Zebra le lui renvoie d'un coup de doigt, ce qui a pour effet de couper le gars au niveau du torse et d'envoyer le haut du corps au loin. Kayla ne sait pas ce qu'elle va faire et Kiva dit qu'il n'a jamais entendu parler d'autres personnes que les 47 héros, mais cela n'a pas d'importance pour lui car cela ne fait qu'augmenter le nombre de personnes qu'il peut tuer. Kayla pointe son arme et semble visiblement effrayé. L'autre camp est attaqué par les monstres de l'IA. Nous voyons Halo réfléchir à toute cette situation désastreuse. Il se rappelle qu'ils ont appelé l'autre côté à l'aide, mais que les ennemis de l'autre côté sont aussi forts que le roi démon. Il se demande si c'est leur destin que leur monde soit détruit. Kiva regarde les machines et s'interroge à leur sujet. Puis il se dit que si elles tuent des humains, elles ne sont pas ses ennemis. Il ne ressent aucune magie de leur part, alors il ne les combattra pas. Kiva fixe Freen et pense d'abord à le tuer. Kayla demande à quelqu'un de protéger Freen. Soudain, nous voyons un véhicule militaire écraser des démons sur le champ de bataille. C'est Jayu qui le conduit et il jure au capitaine Kayla qu'il arrêtera le démon. Elle lui demande de faire marche arrière et de ne rien faire qui puisse mettre sa vie en danger. Alors qu'il s'approche de Kiva, il dit relâche et utilise ses pouvoirs pour attraper le nouveau jouet amusant. Il commence à faire tourner rapidement la voiture d'une seule main. La vitesse est suffisante pour tuer Jayu, puis il jette la voiture où Freen est en train de chanter. Kayla se place devant Freen pour arrêter la voiture, et nous voyons Halo frustré par toute cette situation. Il saute devant Kayla avec son épée brisée. Son courage forme une épée à partir de l'énergie. Il détourne la direction des débris volants, même Kiva est choqué par ce geste. Halo hurle à plein poumon qu'il est le guerrier qui a défié le roi démon et qu'il est toujours en vie. Zabé regarde Halo et son épée qui a été brisée lors de son combat contre Jaché. Mais après avoir réagi à l'esprit de son porteur, elle a commencé à prendre forme. Il se précipite sur Kiva avec l'épée et Zabé lui demande d'arrêter. Avant qu'il ne puisse attaquer, l'épée disparaît et la forme de l'épée entière disparaît. Kiva dit qu'il a essayé de rassembler chaque once de bravoure qui restait en lui, mais la peur qu'il a des démons a pris le dessus sur sa volonté de se battre. Halo se demande pourquoi cela est arrivé et continue à serrer la poignée de son épée. Kiva pense que c'est moins grave pour lui si l'épée ne fonctionne pas, ce qui signifie qu'il sera le nouvel élément de la collection de Jaché. Alors que Kiva s'approche de lui, Halo sent qu'ils sont finis et il essaie de faire quelque chose de stupide mais d'intelligent. Il lance son épée brisée sur le robot de Kuno. Zabé est sauvé par une attaque de ce robot à cause de l'attaque de son frère. Halo demande au robot de le combattre et dit qu'il est prêt à affronter tout le monde. Kayla et Zabé comprennent que Halo essaie de pousser tout le monde à se battre contre lui. Kiva dit que c'est inutile et qu'il tuera ses amis et qu'ils seront tous sacrifiés pour Jaché. Le robot qui a été attaqué par Halo le vise et charge un missile heureux. L'attaque traverse également Kiva et Halo parvient à s'en sortir. Kiva est furieuse et nous pouvons le voir à travers la fumée. Nous voyons une longue main aux doigts acérés traverser la poitrine du robot. Il serre son poing sur le dos de l'animal et le ramène vers lui. Kiva lève le robot en l'air et dit qu'il aurait dû rester calme, mais que le robot a décidé de l'attaquer. Il demande à quelle tribu il appartient. Le robot commence à fixer le niveau d'alerte de cet état.
Kiva demande au robot s'il veut être détruit en même temps que les êtres humains. Le robot fixe sa cible d'attaque prioritaire car il est retenu par Kiva. Nous voyons Zabe demander à Halo s'il va bien et Pain a déjà ramassé l'épée. Kiva et Robot sont prêts à s'affronter. Zabe pense qu'il est temps pour eux de s'échapper. Zabe demande à Frin si le chant est terminé et il répond par l'affirmative. Il utilise sa magie et aide tous ceux qui sont dans le besoin à s'envoler avec lui. Kiva l'apprend et attaque avec ses mains extensibles en disant qu'il ne les laissera pas s'échapper. Il saisit les pieds de Halo et laisse tout le monde sous le choc. Mais derrière Kiva, le robot est déjà en train de charger pour sa prochaine attaque. Il laisse un puissant rayon laser qui coupe la main de Kiva et libère Halo. Le robot termine son attaque et nous voyons Kiva sourire en disant qu'il ne se soucie pas de l'origine de ce tas de métal, mais qu'il s'assurera de le mettre en pièces un par un. Nous voyons une version démoniaque très effrayante de Kiva, pleine de rage. De l'autre côté, on voit le robot activer son mode destruction avec un niveau d'alerte de 6. Les humains s'envolent dans le ciel grâce au pouvoir magique de Frin. Halo est submergé et n'a plus d'énergie. Nous voyons Halo sur le lit avec des bandages et il se réveille pour voir Zabe. Son frère aîné lui demande s'il va bien, car ses blessures l'ont beaucoup affecté. Halo demande à Zabe où il se trouve. Il dit qu'ils sont au fort de l'humanité et qu'ils seraient en sécurité ici. Halo s'enquiert des autres camarades et Zabe lui dit que Wally a été grièvement blessé mais que son état est désormais stable. Mais ceux qui ont combattu les machines n'ont pas eu cette chance. Halo a l'air triste et s'excuse auprès de son frère d'avoir été faible. Zabe répond que ce n'est pas de sa faute et que c'est à cause des efforts du mauvais groupe. Il demande à Halo de se reposer, mais ce dernier ne cesse de lui poser des questions. Il lui demande ce qu'ils vont faire à partir d'ici, car ils doivent maintenant combattre les robots en même temps que les démons. Zabe est du même avis et pense que la situation s'est aggravée un peu plus qu'il ne le pensait. Ils entrent dans le balcon du fort et Zabe raconte à Halo que lorsqu'ils sont arrivés, le fort était déjà dans cet état. Halo le regarde avec incrédulité tandis que Zabe lui explique qu'il y a plus d'un monde qui est connecté au leur. Nous, les humains, venons d'univers et de lignes temporelles différents. Il explique qu'ils ne sont pas seulement dans le monde de Kayla, mais que d'autres mondes qui avaient besoin d'aide se sont retrouvés ici. Ils cherchaient de l'aide et les portes de ce monde se sont ouvertes, et maintenant ils se sont tous réfugiés ici. Halo reste là, pensif, et Zabe lui explique qu'ils sont des réfugiés d'un autre monde. Nous voyons un cadre très différent de celui d'avant, où tout le monde s'est connecté et mélangé. Nous voyons des choses abîmées comme d'énormes racines. Une sorte d'algue qui s'empare des propriétés. Des cadavres humains suspendus pour être exposés. Des villes modernes survolées par des ovnis. Halo, Zabe, Kayla, Pain et d'autres guerriers arrivent par le cercle de téléportation. Pain regarde le nouveau monde mélangé et dit qu'il n'a jamais rien vu de tel. Zabe dit que c'est le même endroit qu'ils ont utilisé pour se téléporter lorsqu'ils ont mis en place la barrière antidémon. Kayla dit que c'est différent de sa civilisation et qu'elle a l'impression que les mondes sont mélangés après tout. Zabe annonce à tout le monde qu'ils vont sauver les humains et les emmener à leur base. Il leur demande de ne pas s'éloigner du cercle de téléportation, sinon ils ne pourront pas retourner à leur base. Il va de l'avant avec son équipe en disant qu'il n'est pas sûr de ce qui va se passer, mais qu'il a l'air déterminé. Nous retournons 10 minutes dans le passé où Halo a découvert que de nombreux autres mondes sont connectés. Zabe lui explique que c'est à cause de leur magie d'invocation que différents mondes ont été invoqués dans leur monde. Il explique que, comme eux et le monde de Kayla, ces gens sont des réfugiés d'un autre monde. Ils voulaient de l'aide et c'est pourquoi ils sont ici. Halo est perdu dans ses pensées et tout cela est trop difficile à comprendre. Kayla arrive et informe Zabe que les forces sont prêtes à être envoyées. Zabe remercie Kayla. Il dit qu'ils utiliseront les cercles magiques dans le monde entier et qu'ils s'en serviront pour sauver les réfugiés et les amener à leur base. Il dit que seuls les sorciers peuvent utiliser la magie de la téléportation et qu'il est temps de le faire. Pain dit qu'il va rester avec Halo et s'occuper des gens. Halo, déterminé, dit à son frère qu'il veut le rejoindre. Zabe lui répond que nous ne sommes pas conscients du danger qui nous guette et qu'il est blessé à cause de la bataille. Il pense que Halo devrait rester en arrière et se reposer. Zabe lui répond que nous avons d'autres chats à fouetter, comme rassembler du matériel pour soigner les malades et les blessés. Il lui demande de rester en arrière et d'aider à la base. Pain soutient la décision de Zabe. Mais Halo a l'air triste. Il dit qu'il s'est entraîné jour et nuit pour devenir un guerrier et vaincre le roi des démons, mais qu'il ne sert plus à rien.
Zabé regarde son petit frère. Pain dit à Halo que ce qu'il pense n'est pas vrai et qu'ils peuvent rester en arrière et protéger la base. Zabé prend une décision et demande à Pain de les rejoindre avec Halo. Pain demande pourquoi il lui demande de se joindre à eux. Zabé lui répond qu'il est la fée de soutien du guerrier et qu'il doit s'assurer que Halo ne fait rien d'imprudent. Le visage de Halo a déjà l'air mal en point. Dans le présent, nous voyons nos guerriers fuir d'étranges monstres taupes. Ils sautent sur les guerriers avec leurs griffes acérées. Pain est terrifié en les voyant et Zabé se demande s'il s'agit de créatures d'un autre monde. Soudain, les taupes sentent quelque chose et retournent en courant à l'intérieur du sol. Ils se demandent ce que signifie leur fuite. Ils entendent tous un énorme rugissement et nous voyons qu'il provient d'un énorme monstre de type Godzilla. Ils le regardent avec incrédulité et le considèrent comme un monstre montagneux ambulant. Pain est terrifié par la vue du nouveau monde et il est obligé de partir. Halo indique un endroit et appelle Zabé. Il dit avoir vu une silhouette marcher derrière le bâtiment. Il pense qu'il pourrait s'agir d'un survivant. Zabé regarde Pain qui est terrifié et lui dit « Allons-y ». Ils courent tous à la recherche du survivant et Halo voit une personne avec un dos et des cheveux énormes. Il appelle pour demander si c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, mais Pain sent qu'il y a anguille sous roche. Il trouve la taille de la personne un peu étrange et la regarde tous avec confusion. Lorsqu'il tourne la tête, on voit un monstre humanoïde qui mange des membres humains. Ils sont tous stupéfaits à sa vue et le monstre commence à compter les humains. Il a maintenant 6 nouveaux morceaux de viande, ce qui constitue un gros butin. Il commence à lui tirer dessus après avoir réalisé qu'il s'agit d'un ennemi. Le laser n'ayant aucun effet sur son corps, Kayla leur demande de passer aux grenades. Au milieu de tout cela, Halo découvre des êtres humains qui ont besoin d'aide. Il s'agit d'une mère avec sa fille et son fils. Il hurle qu'il y a de vrais survivants cette fois-ci et le monstre lance son poing sur Halo. Il est arrêté par le bras puissant de Halo. Il demande à Zabé de sauver ces personnes et de s'enfuir pendant qu'il s'occupe du monstre. Le monstre est choqué de voir qu'il n'est pas encore mort et c'est alors que Halo utilise la magie du brouillard bruyant. Le brouillard recouvre le corps du monstre et le laisse avec un énorme cri. Il trouve le temps de s'échapper et Zabé dit à son frère que l'abnégation n'est pas de la bravoure et qu'il le giflerait s'il recommençait à agir de façon imprudente. Tout le monde est intrigué par les pouvoirs de Halo et il s'excuse d'avoir été imprudent. Le monstre est recouvert d'un brouillard bruyant et tente de trouver Halo et son équipe. Zabé dit aux survivants qu'ils sont là pour les sauver. Il leur dit qu'ils seront emmenés dans une base sûre. Nous voyons que le monstre a soufflé le brouillard bruyant. Ils sont choqués qu'il l'ait soufflé avec son haleine. Ils essaient de trouver une ruelle étroite pour le ralentir. Tout le monde court en portant les survivants tandis que le monstre court derrière eux. Il dit que nous jouons au chat et à la souris avec lui maintenant. Zabé dit qu'une fois qu'ils se retrouvent dans une grande rue, ils doivent courir comme des fous pour atteindre le cercle de téléportation. Kayla dit qu'elle a sa combinaison électrique pour l'aider. Il trouve un cul-de-sac couvert d'énormes plantes et de racines. Zabé est choqué, car cet endroit était différent lorsqu'ils sont arrivés. Nous voyons Pan terrifié parce que le monstre se rapproche d'eux. Kayla utilise son arme et tire sur une corde qui reste coincée de l'autre côté. Ils forment ainsi un pont de cordes qu'ils empruntent tous en glissant. Zabé dit que Kayla leur a sauvé la vie. Elle dit qu'ils sont presque près du cercle magique. Pan regarde toujours le monstre derrière lui parce qu'il a peur. Il voit les monstres de l'autre côté de la vallée et dit qu'une bête de cette taille ne peut pas sauter aussi loin. C'est alors qu'il saute en l'air et atterrit derrière tout le monde. Il le regarde avec stupeur. Le monstre sourit et leur demande si le jeu de piste est terminé. Zabé demande à tout le monde de continuer à courir et de ne pas s'arrêter. Soudain, le sol se met à trembler. Les bêtes taupes attaquent le monstre humain. Il continue de crier de douleur et Zabé regarde fixement cette situation en pensant que cela arrive parce qu'ils sont entrés dans leur habitat. Nous voyons le monstre humain essayer de se débarrasser de ces bêtes taupes qui tentent de l'arracher. Halo regarde le combat entre les bêtes taupes et les monstres humains. Zabé lui demande de continuer à courir et d'atteindre le cercle magique. Il continue de fuir ce combat de créatures. Atteindre le cercle de téléportation en toute sécurité. Pan est fatigué et Zabé estime que le risque était trop grand pour 3 personnes. Le petit enfant porté par Kayla indique une direction et dit avoir vu des gens poursuivis par des monstres. Zabé et Pan disent qu'il s'agit d'une blague car ils viennent d'atteindre le cercle magique. Halo se précipite vers l'endroit et Kayla et Zabé le suivent.
Il dit à Pan qu'ils sont ici pour sauver des gens et non pour se reposer. Zabé dit qu'il battra son frère lorsqu'ils retourneront à la base, et Pan est d'accord avec Zabé. Nous voyons qu'il y a des plantes énormes qui ont des dents pointues, elles ont l'air carnivores. Avant qu'ils ne puissent manger les gens, ils sont sauvés par Halo et Kayla. Ils se cachent et observent comment certains humains se sont transformés en créatures zombies. De l'autre côté, le monde est attaqué par des extraterrestres. Une partie du monde où les vins et les racines tentent de prendre le dessus. Le monde entier est en proie au chaos et il crie à l'agonie. Nous retournons à la base où tout le monde est convoqué. Ils ont tous l'air visiblement fatigués et à court d'énergie. Les gens de la base demandent à Zabé s'ils vont tous bien. Il leur demande de soigner les blessures des réfugiés et de leur donner de la nourriture et un endroit pour dormir. Kayla dit que les choses à l'extérieur dépassent l'imagination et qu'aucun endroit n'est sûr pour les êtres humains. Zabé dit qu'il regrette le temps où il n'avait qu'à affronter les démons. Quelqu'un dit à Zabé qu'il y a un énorme problème à la base et Zabé demande de quoi il s'agit. Nous voyons le roi visiblement malade et sur le lit, il est soigné par les guérisseurs. Zabé est stupéfait par cette nouvelle concernant le roi. La personne raconte à Zabé que d'autres personnes sont tombées malades en même temps que le roi et qu'elles ont été mises en quarantaine. Les prêtres guérisseurs disent qu'ils n'ont jamais rencontré de tels symptômes. Il estime qu'il s'agit de maladies d'un autre monde et que cela pourrait s'avérer désastreux. Les camarades de Kayla pensent qu'ils sont peut-être destinés à être détruits après toutes ces choses. Halo réfléchit profondément à la situation et la douleur le trouble comme toujours. Halo pense au fait que, où qu'ils aillent, ils auront des ennemis de différents mondes qui seront aussi forts que les démons. Il estime qu'ils survivent à peine et qu'ils ne font pas le poids face à la puissance de leurs ennemis. Zabé fait une annonce et dit qu'ils ont besoin de plus d'informations. Il demande d'appeler des réfugiés de différents mondes et de leur poser des questions sur leur monde. Zabé estime que ce n'est pas le moment de se reposer et de se mettre au travail. Nous voyons des cartes, des livres et des gens de différents mondes réunis autour d'une immense table. Zabé commence à parler et dit qu'ils sont tous des êtres humains bien qu'ils viennent de mondes différents. Ils partagent tous le même objectif, survivre à ces crises. Il les regarde en face et leur demande ce qu'ils pourraient faire pour se sortir de ce pétrin. Une réunion d'humains de 13 mondes commence et ils sont prêts à discuter de leur extinction et de la façon de vaincre leurs ennemis. Zabé mène les discussions et parle de leurs ennemis comme de menaces naturelles à partir de maintenant. Les noms des 13 mondes ont été déterminés et Zabé leur demande de partager officiellement les informations une par une. Zabé commence à expliquer les démons de son monde et le qualifie de monde des forces magiques. Kayla dit que leurs ennemis naturels sont les robots qui ont été créés par les humains, mais qui essaient de tuer les humains maintenant. Son monde s'appelle le monde de la machine. Les habitants du monde des parasites racontent comment les parasites ont pris le contrôle de leur monde et ont transformé les humains en marionnettes. Les géants racontent comment d'énormes géants les ont transformés en esclaves et que leur monde s'appelle le monde des géants. Les habitants du monde du malheur expliquent que leurs ennemis naturels s'appellent des calamités. Ils peuvent se déchaîner sur les villes s'ils ne sont pas contrôlés. Leur monde s'appelle le monde du malheur. Les humains futuristes parlent des extraterrestres avancés qui les ont attaqués. Leur monde s'appelle le monde du diable cosmique. Les habitants du monde vert sauvage ont un problème avec leurs ennemis naturels, les plantes et les animaux sauvages, qui s'emparent de leur planète. Les hommes du monde de la néo-cruauté parlent de leur ennemi naturel, la nouvelle humanité. Ils racontent qu'ils ont muté et évolué vers de nouvelles formes et que les anciens humains sont en train d'être abattus. Les humains du monde des dieux fous disent que leur ennemi naturel est Dieu qui s'est manifesté à travers la foi humaine. Ils ont peur d'en parler davantage. Le type masqué du monde de la destruction maudite dit que leur ennemi naturel est une malédiction qui a commencé à pourrir les éléments naturels de leur monde et à tout détruire. Les humains du monde de l'enfer récréatif disent qu'ils n'ont pas d'ennemi naturel et poursuivent en disant que les jeux sont tout. Ils parlent d'une manière étrange et disent que les jeux sont importants. Les pauvres humains du monde sans loi disent que leur ennemi naturel est l'être humain. La guerre a tout détruit et maintenant les Goons, les bandits sans foi ni loi profitent de ce monde sans loi. Les habitants du monde des arbres géants disent que leur ennemi naturel est un arbre énorme qui aspire l'énergie vitale de leur planète. Nous voyons Zabé parler des trois types et dire que, quels que soient les ennemis naturels auxquels ils ont été confrontés, ils sont maintenant tous rassemblés dans un seul monde. Il demande si quelqu'un souhaite se manifester et suggérer une méthode pour vaincre ses ennemis.
La salle est plongée dans un silence de plomb et Zabé le comprend. Il demande si personne n'a de suggestions et si l'humanité va périr aux mains de ses ennemis naturels. Nous voyons Halo assis dans un coin, perdu dans ses pensées. Il pense que chaque ennemi naturel est à la hauteur de l'armée démoniaque et que c'est la raison pour laquelle ils ont survécu après en avoir rencontré un si grand nombre. Zabé est un peu tendu et dit qu'il est encore temps que quelqu'un prenne la parole. Les gars du monde des démons cosmiques le regardent fixement et nous voyons une main se lever. C'est Halo qui se lève pour prendre la parole. Tout le monde fixe Halo lorsqu'il dit « Et si on faisait se battre les ennemis naturels ?» Tout le monde a l'air confus par cette déclaration. Le gars du monde extraterrestre dit que ça ne vaut rien. Il dit que c'est une réunion sérieuse où les enfants ne devraient pas partager leurs fantasmes. Il insulte Halo et le traite d'idiot, mais le CMR lui demande de le laisser terminer sa pensée et ils pourront le juger plus tard. Il raconte qu'il a vu deux ennemis naturels s'affronter et qu'il a compris que c'était l'action de l'homme qui les déclenchait. Zabé pense à la façon dont les ennemis naturels se sont battus et à la façon dont ils n'ont pas laissé la moindre égratignure sur leur corps. Il pense que c'est une bonne idée de faire se battre des ennemis entre eux. L'humain du monde extraterrestre pense que c'est une idée stupide. Il demande comment ils peuvent contrôler leurs mouvements. Il poursuit en disant qu'ils n'ont aucune chance contre quelqu'un comme les extraterrestres. Il leur demande de prendre au sérieux les pouvoirs des extraterrestres. Le gars du monde des géants dit que s'il était entouré d'un groupe de géants, il ne trouverait pas les extraterrestres si effrayants. Le gars du monde des calamités naturelles dit que je ne travaillerai pas sur leurs ennemis naturels et qu'il est fou de penser que les humains pourraient les contrôler. Tout le monde commence à parler de ses ennemis naturels et à se disputer. Halo est confus et demande à son frère ce qu'il doit faire à l'avenir. Zabé a une idée et il commence à dire des choses bizarres à Halo. Il dit que même si tous les ennemis naturels se réunissaient, il n'aurait aucune chance de vaincre les démons. D'autres humains commencent à le dévisager et il dit que ces gens n'ont aucune idée de l'horreur des démons. Ils ont la chance de vivre dans un monde sans démons, qui constitue la menace la plus sérieuse. Halo ne comprend pas pourquoi Zabé parle ainsi. Cela déclenche la réaction de l'humain géant et du type du monde extraterrestre. Ils chargent tous Zabé et disent que leur ennemi naturel est le plus fort et le pire. Zabé raconte qu'ils ont rencontré un géant de 5 à 6 mètres de haut. Il affirme que le roi des démons est plus fort que lui. Le géant humain est agacé par les paroles de Zabé et se vante des pouvoirs de son ennemi naturel. Le gars du monde des calamités naturelles se moque des géants et dit que les calamités mesurent au moins 500 mètres de haut. Cela met le géant humain en colère. Soudain, tous les habitants des 13 mondes commencent à comparer leurs ennemis naturels les uns aux autres. Ils se disputent et débattent pour savoir si leur ennemi est le pire. Le débat houleux se transforme peu à peu en bagarre. Le géant humain saisit l'homme du monde extraterrestre par le col. Le chaos règne et Halo demande à Zabé d'arrêter le combat. Les femmes de tous les mondes disent que, quel que soit le monde, tous les hommes sont les mêmes. Kayla dit à Zabé qu'il dit des choses bizarres et qu'elle n'en comprend pas la raison. Il dit qu'il faut faire en sorte que les ennemis combattent les ennemis et montre que c'est ce que nous venons de faire en nous plaçant entre deux personnes qui se battent l'une contre l'autre. Halo est intrigué par cela. Les humains des autres mondes fixent Zabé lorsqu'il fait cette déclaration. Kayla dit qu'il était sournois de provoquer le combat pour son plan. L'arrogant du monde extraterrestre est agacé par cette situation et dit que même s'il les fait se battre entre eux, cela ne marchera pas sur l'ennemi. L'arrogant du monde extraterrestre est agacé par cette situation et dit que même s'il les fait se battre entre eux, cela ne marchera pas sur l'ennemi. Zabé accepte et dit qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser un plan aussi enfantin contre les ennemis. Cette idée a suffi à provoquer une énorme bagarre et à demander ce qui se passerait si tous les humains combinaient leurs forces et leurs plans et travaillaient dur ensemble. Il pense que la possibilité que cela se produise n'est pas nulle. Zabé répond que peu importe que l'idée paraisse extravagante, si les chances ne sont pas nulles, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Dans une situation où tous sont désespérés, il pourrait s'agir d'une opportunité inégalée, il demande à Halo s'il a raison. Nous voyons les autres humains prêter attention aux paroles de Zabé et Kayla continue de penser que c'est une façon assez extrême de procéder. Kayla dit que même dans ce monde chaotique et mélangé, ses deux frères retrouvent toujours l'espoir et vont de l'avant avec les autres. L'ennemi naturel désigne les prédateurs naturels de ce monde. Comme un oiseau pour un insecte, comme un serpent pour une grenouille, l'humanité est encore cachée. Il est impossible de gagner contre un ennemi naturel.
S'ils les opposent l'un à l'autre, c'est possible. Nous voyons des images de Kiva et de robots s'affrontant à pleine puissance. Kiva se blesse en marchant après avoir vaincu le robot et estime qu'il s'est épuisé plus qu'il ne l'avait prévu. Il veut rapporter quelque chose à son seigneur Jaché. Kiva, furieuse, appelle Halo et lui dit qu'elle ne le laissera pas s'échapper. Nous voyons que la main coupée de Kiva s'est retrouvée dans la base des humains et qu'elle s'agite. Nous voyons le commandant penser aux 13 mondes fusionnés contre 13 ennemis naturels. Zabé explique en détail comment les espaces fragmentés de chaque monde ont été mélangés et comment un nouveau monde a été formé. La géographie originale de leur monde s'en est trouvée bouleversée et ils doivent arpenter les environs pour se familiariser avec les lieux. L'officier dit qu'il se souvient d'avoir eu l'impression d'avoir été transféré à l'aide d'un téléporteur longue distance. Il demande de quel type de technologie il s'agit. Zabé lui dit que TS est une magie de téléportation et demande à Frin de l'expliquer en détail. Il raconte à l'officier qu'ils ont tracé des cercles magiques tout autour du monde pour invoquer différents mondes, mais que les coordonnées sont toujours les mêmes. Il indique le point de départ sur la carte et dit qu'il est possible d'utiliser la magie de téléportation à longue distance, mais que pour l'utiliser, l'un des sorciers doit être présent. Les habitants d'autres mondes demandent s'il s'agit des objets qu'ils ont utilisés pour les amener dans leur monde et s'il s'agit d'objets qu'ils sont les seuls à pouvoir utiliser. Le commandant en est impressionné et déclare qu'ils peuvent être utilisés pour la logistique et les attaques surprises. Il demande à Kayla ce qu'ils ont dit sur le fait de faire se battre les ennemis naturels et Kayla confirme. Elle raconte qu'Halo a utilisé une astuce pour faire s'affronter les robots et les démons et qu'elle pense qu'il est possible de le faire à nouveau s'il le planifie bien. L'homme géant dit que c'est arrivé par hasard et se fait frapper sur la tête par les femmes géantes. Halo est d'accord et dit que c'était une coïncidence. Et raconte que jusqu'à présent, ils ont combattu l'armée des démons sans pouvoir les vaincre, mais que lorsque les robots ont affronté les démons, ils ont réussi à être à égalité en termes de puissance. Il ne sait pas comment l'expliquer, mais il a le sentiment que c'était incroyablement étonnant. Kayla dit qu'elle est d'accord avec Halo car l'armure du robot est imprenable mais la main du démon l'a traversée comme du beurre. L'homme géant dit que cela ne marchera pas contre les géants et il se fait à nouveau frapper par sa dame. Le commandant comprend l'argument et dit qu'ils devraient utiliser de telles techniques lorsqu'ils sont du côté le plus faible. Si les humains peuvent utiliser certaines tactiques pour monter les ennemis naturels les uns contre les autres, cela peut fonctionner. Mais ils doivent être prêts à perdre des gens pour y parvenir, car cela demandera beaucoup de sacrifices. Nous voyons une main se lever et la personne demande si elle peut dire quelque chose. Le commandant répond par l'affirmative et lui demande de commencer par se présenter. Il s'agit de Masayoshi, du monde de l'infortune, qui se fait appeler le commandant des personnes enfermées. Takuya lui demande d'arrêter de dire des choses bizarres, mais Masayoshi pense que c'est un endroit où l'on peut partager des opinions. Il dit que c'est une mauvaise idée que les humains restent à l'intérieur. Il demande s'il est nécessaire de creuser un nid de frelons à partir de la base. Tout le monde le regarde pendant qu'il prononce ces mots. S'ils attaquent les ennemis naturels, ne les suivront-ils pas jusqu'à la base? Il estime qu'il ne devrait pas avoir recours à de tels artifices et rester à l'intérieur. Zabé lui demande s'il veut que tout le monde se cache ici et ne fasse rien, et l'homme répond par l'affirmative. Il dit qu'en tant qu'humain, tout ce qu'ils peuvent faire pour l'instant, c'est se cacher, se cacher, se cacher et fermer les yeux. Il dit qu'au bout d'un moment, les ennemis naturels commenceront à s'entretuer et que c'est le meilleur choix. Halo n'a pas l'air très heureux à l'idée de devoir fuir ses ennemis. Il est tout excité à l'idée d'être un héros dont le travail consiste à vaincre les démons. Takuya s'excuse auprès de tout le monde et dit que sa personne est un idiot et qu'il ne se soucie pas de la morale des autres. Le commandant dit qu'il y a un point dans ces discussions. Halo et l'homme géant en sont choqués. L'officier estime que la chose la plus importante pour l'instant est de se concentrer sur la survie de l'homme et de collecter les informations qui lui manquent. Il estime qu'il serait stupide et risqué de sortir au grand jour pour recueillir des informations et qu'il devrait rester à l'intérieur et observer le nouveau monde pour l'instant. Zabé pense que c'est un bon choix de rester pour l'instant, mais il serait stupide de penser qu'ils peuvent faire quelque chose grâce à ce seul mouvement. Ils doivent préparer de grands mouvements tout en restant à l'intérieur pour attaquer leurs ennemis naturels. L'officier est d'accord avec lui mais dit qu'il a vu des personnes blessées et découragées autour de la base et qu'au lieu de planifier des mouvements en premier lieu, il devrait les prendre en priorité. Les autres conviennent qu'il s'agit d'un compromis pour observer et comprendre le plan. Pan demande au commandant ce qu'ils doivent faire maintenant.
Il répond que tout le monde doit converser et se connaître davantage. Il demande à Pain quel genre de créature il est. Pain commence à expliquer dans son argot et l'officier est confus. Nous voyons tous les humains parler aux autres et interagir. Kayla demande à Zabé si le plan consistant à monter les ennemis naturels les uns contre les autres se déroulera sans problème. Zabé pense qu'il s'agit d'un bon plan et que même la magie commence par une théorie avant de naître de l'imagination humaine. Après avoir créé une idée, les humains essaient de trouver des moyens de la concrétiser. Nous voyons des humains issus de mondes différents se vérifier les uns les autres et interagir joyeusement. Kayla demande à Zabé ce qui l'inquiète et il répond que pour mettre en œuvre un tel plan, il faut être prêt à mourir. Ils ont besoin de la bravoure d'un héros. Ils n'aimeraient pas que Halo prenne la charge sur ses épaules. Soudain, un homme demande à Zabé s'il a besoin d'un héros. Il tourne la tête et découvre qu'il s'agit du 19e héros Ario qui a disparu après son combat contre le 19e roi démon du dos. Il dit qu'il trouve l'endroit très fréquenté et que c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Halo est ravi de voir Ario en vie. Zabé lui demande s'il est le héros qui était avec son jeune frère. Halo répond qu'il a disparu lors de son combat contre l'armée des démons. Ario dit qu'il a survécu grâce à la chance et qu'il est prêt à mettre son pouvoir au service de cette bataille. Halo et Zabé sont heureux de ce nouveau venu. Nous voyons Kiva rire et voler dans les airs. Il dit que Halo ne peut pas échapper à sa colère. Lorsque le démon a attrapé sa jambe, le robot lui a coupé la main. Lorsqu'Halo est arrivé à la base, la main du démon était toujours accrochée à ses pieds. Maintenant, il peut suivre la magie du bras et atteindre l'endroit. Il est choqué lorsqu'il regarde les cadavres des soldats de l'armée des démons et pense qu'il s'agit de l'œuvre d'humains. Il en doute lorsqu'il regarde l'énorme pas qui arrive vers la base humaine. Kiva est un peu terrifié par sa taille. Dans ce nouveau monde où tous les ennemis naturels sont mélangés, les plus forts piétineront les plus faibles. Nous voyons des montagnes de chair humaine et des géants marchant en groupe vers un lieu quelconque. Kayla s'entraîne dans la base et Ario s'approche d'elle. Il lui demande si elle s'est entraînée si tôt le matin et lui tend une fleur. Ario fait cela pour marquer leur amitié, mais elle ne comprend pas pourquoi il lui tend une fleur. Ario explique que dans leur monde, les hommes offrent des fleurs aux femmes qui leur plaisent. Elle renifle la fleur. Kayla lui demande si son corps va bien après avoir combattu le roi des démons. Ario affirme avec flamboyance qu'il n'a pas de blessure parce qu'il est un héros. Il lui demande s'il y a des héros dans son monde. Elle se présente et il lui dit qu'il est ravi de la rencontrer. Avant qu'il ne puisse lui expliquer la signification de cette fleur, elle la mange. Ario est déconcerté et dit que les fleurs contiennent des minéraux et des nutriments et qu'elles la garderont en bonne santé. Elle lui demande si ce n'est pas pour cela qu'il lui a donné la fleur. Halo arrive et dit qu'Ario n'a pas changé du tout quand il le trouve en train de discuter avec une femme. Ario lui dit bonjour et lui demande s'il a bien dormi. Halo lui demande comment il a pu se réveiller si tôt, même après un long voyage. Il lui rappelle les jours d'entraînement où il ne se réveillait jamais assez. Ario répond que c'est du passé et qu'il a changé. Halo dit qu'il n'a pas pu dormir parce qu'il était préoccupé par le plan qui consistait à monter les ennemis naturels les uns contre les autres. Il pense qu'il devrait pouvoir faire quelque chose pour les aider. Ario l'interroge sur son bras et son épée cassée et lui demande si c'est parce qu'il a combattu un roi démon. Halo raconte qu'il a perdu contre le roi démon Jaché et que celui-ci était plus puissant que tout ce qu'il avait imaginé. Ario se sent mal à l'aise lorsqu'Halo l'interroge sur son combat contre le roi des démons. Il dit qu'il a perdu et s'en moque. Ario dit que même les héros doivent choisir leur bataille et il a l'air embarrassé parce qu'il a fait une promesse avant la bataille. Halo le réconforte et lui dit qu'il peut gagner la prochaine fois et qu'il devrait se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire maintenant. Ario a l'air un peu déçu et dit que Halo n'a pas changé. Kayla écoute cette conversation et semble confuse à propos de quelque chose. Nous voyons les dirigeants de différents mondes assis et discutant. Bass, du monde de la destruction maudite, dit que le roi est malade à cause de la malédiction de son monde. Certains sorciers l'ont peut-être attrapé lors de leur patrouille. Zabé s'enquiert du traitement et Bass répond qu'il est impossible de traiter la maladie et que la seule chose à faire est de mettre le roi en quarantaine. Zabé est déçu par cette réponse. Pao, du monde des parasites, dit qu'il doit se méfier des parasites de son monde. Ils ont le pouvoir de s'emparer du corps et de l'esprit humain sans aucune indication. Une seule personne infectée peut contaminer toute une base. Zabé dit qu'il y a des ennemis naturels qu'ils ne peuvent pas repérer à l'œil nu. Il repère Halo et s'excuse auprès de tout le monde de les avoir réunis pour une réunion. Il dit qu'ils doivent discuter de la manière de rester en vie, du plan d'observation minutieuse.
Ario rejette l'idée et dit que c'est plutôt inutile et Zabé lui demande d'expliquer son point de vue. Il raconte que, ne pouvant utiliser la magie de téléportation, il a dû se rendre à pied jusqu'à la base. Il a vu des géants tuer des humains et les transformer en montagnes de chair. Il les a vus marcher vers la base en grands groupes. Il a déclaré qu'il y avait au moins 50 géants et que l'un d'entre eux mesurait environ 20 mètres de haut. Selon lui, ils ont environ 2 jours avant que les géants n'arrivent à la base. S'ils décident de rester dans la base, ils seront tués. Zabé a l'air agacé et crie après Ario. Il lui dit que cela aurait pu être dit plus tôt que maintenant. Nous voyons le géant humain du monde des géants en train de dormir. Il s'appelle Paka. Il rêve de manger de la viande délicieuse et se fait frapper par la femelle géante. Elle le ramasse et se précipite dans la salle de réunion en disant qu'ils ont des problèmes. Tout le monde parle de l'arrivée de l'ennemi. Paka crie à Ario pourquoi il n'en a pas parlé plus tôt. Il se défend en disant que s'il le faisait, les gens n'auraient pas un sommeil réparateur. Même s'il l'avait dit hier, rien n'aurait changé et les gens seraient restés sans projet et sans sommeil. C'était quelque chose de plus dangereux et il a décidé de laisser tout le monde se reposer la nuit dernière. Il demande à Paka s'il ne s'est pas bien reposé à cause de sa décision. Paka est furieux et dit qu'Ario ne comprend pas la situation. Zabé dit qu'il devrait dorénavant partager l'information à l'avance et Ario dit qu'il y pensera. Alo est tout à fait positif pour son ami et dit que c'est grâce à son bon cœur qu'il pense aux autres dans une période aussi dangereuse. Il dit qu'il a un grand cœur, mais Kayla dit que c'est juste parce qu'il est négligent. Le commandant demande à Samon si elle a une idée sur les géants. Elle répond que les montagnes de chair sont des marques des géants. Quelque chose qu'ils laissent pour marquer leur territoire par rapport aux autres. Ils forment des groupes et dispersent leurs structures dans le monde entier. Celui qui les commande tous est leur chef Jimbek. Il est considéré comme le géant le plus fort. Zabé dit qu'il est regrettable que leur base soit en route. Kayla dit qu'il n'y a plus de réfugiés et que, selon tous les humains, leurs principales infrastructures sont détruites. L'officier dit qu'ils ont beaucoup de blessés et qu'il serait irréaliste de s'enfuir avec tous ces problèmes. Taka tape de la main sur la table et dit qu'ils ne peuvent pas rester en arrière et se faire battre. Il pense que Jimbek ne fera pas partie de ce groupe et qu'il devrait les affronter dans une bataille. L'officier dit que leurs chances de gagner sont faibles et qu'ils doivent utiliser le plan Halo. Halo ne comprend pas ce terme et il demande s'il peut se battre en première ligne. Payne répond que ce n'est pas ça et que les crétins devraient se taire. Zabé comprend que le plan consiste à faire combattre les ennemis naturels les uns contre les autres. L'officier dit que, comme Halo l'a dit, nous devrions essayer de créer une tension entre deux ennemis naturels et que, comme c'est lui qui a proposé l'idée, il a décidé de lui donner son nom. Il utilise la carte pour montrer où les géants arriveraient à leur base en passant par les montagnes. Il dit que la zone de la montagne désolée est la zone du monde des géants et qu'ils arrivent vers le monde des forces magiques. Mais s'ils les détournent vers l'est, ils arriveront au monde de Néo-Cruelty. La nouvelle humanité reste dans cette zone et Eiji, qui vient de ce monde, trouve que c'est une excellente idée. Parce que les nouveaux humains ressemblent à des humains, leurs capacités physiques et mentales sont bien plus grandes que celles des humains normaux. Si les géants les rencontrent, ils ne pourront pas les différencier des humains normaux. L'officier explique la stratégie qu'il a en tête. Un petit groupe d'humains commencera par rencontrer les géants et se rendra à eux. Ils mentiront alors en disant qu'ils les ont conduits à la base et les amèneront plutôt dans le monde de Néo-Cruelty. De cette façon, les humains pourront s'échapper et il y aura un combat entre les géants et les nouveaux humains. Samon comprend la stratégie et dit qu'il capture des humains pour les réduire en esclavage. S'ils voient une chance d'obtenir plus d'humains, ils suivront les humains capturés. Brigande dit que cela dépend de leur humeur, ils pourraient aussi commencer à massacrer les humains sans les écouter. Ils ont besoin d'humains pour négocier avec les géants et se demandent qui se porterait volontaire. Nous voyons Erio en train d'y réfléchir. Halo lève la main et dit qu'il irait. Zabé reste sans voix et Kayla dit qu'il n'a pas de personnalité pour négocier. Elle le traite d'immature mentalement et aussi de faible en ce moment. Tous ces mots blessent Halo. Zabé demande à Kayla d'y aller doucement avec son petit frère et nous voyons Halo s'asseoir contre un mur avec tristesse. Halo dit que ce qu'elle a dit est peut-être vrai mais qu'il veut aider même si c'est lui qui est sacrifié. Erio l'appelle, sans crier gare, lui assène un coup de poing au visage. Halo atterrit sur un mur et l'épée d'Erio se retrouve devant son visage. Il dit que si c'était le passé, il aurait esquivé le coup de poing. Tout le monde est choqué par ce geste d'Erio.
Il dit que son corps est usé et que c'est lui qui est indemne pour l'instant. Erio demande à Halo de rester en arrière et il ira négocier avec les géants. Et j'y pense qu'Erio pourrait être qualifié pour ce travail et qu'il a les meilleures caractéristiques d'un être humain jeune et beau. Il pourrait se fondre dans la masse des nouveaux humains sans problème. Zabé demande si Erio est d'accord pour partir en mission. Il répond que s'il a besoin d'un héros, c'est lui qui doit y aller. Kayla est déconcertée par le comportement d'Erio et par la façon dont il a expliqué à demi-mot la raison pour laquelle il n'était pas blessé. Elle a l'impression qu'il cache quelque chose et se demande pourquoi il n'a pas de blessure. Le chapitre se termine par la déclaration flamboyante d'Erio. « Laissez-moi faire ». Nous apercevons le château du roi démon Jaché où Kiba parle des robots, des bâtiments étranges, des camarades qui se sont transformés en chair et du nouveau monde. Il explique à Jaché que dans le monde extérieur, tout est devenu chaos. Nous voyons un démon tenant une boule magique et Kiba transmettant les informations par ce biais. C'est une sorte d'appel vidéo dans le monde magique. Kiba demande plus de troupes et Jaché lui demande de faire ce qu'il veut. Jaché dit qu'il partira lui-même. Mais l'autre démon dit qu'il ne devrait pas le faire à cause de ce que Kiba a dit à propos du monde extérieur. Jaché féroce un laser pour l'effrayer et dit qu'ils ont tous les deux des définitions différentes de la peur. Il dit que le monde extérieur est simplement différent et rien d'autre. Il s'envole hors de son château et contemple le nouveau monde. Soudain, il entend une voix dans sa tête et c'est le roi des démons Nudo. Il utilise la télépathie pour converser avec Jaché. Nudo pense que le monde extérieur est devenu intéressant. Nous voyons à quel point Nudo a l'air grossier et énorme, et il joue aux échecs avec de vrais soldats humains. Il a l'impression que le nombre de jouets vient d'augmenter pour lui et cela fait danser son cœur. Nudo dit que même les autres rois démons ont commencé leur mouvement et il lui demande ce qu'il pense de le rejoindre. Jaché demande au grand roi des démons ce qu'il pense de cette situation et il répond que Bayeku ne s'en préoccuperait pas. Nudo joue ses mouvements avec de vrais humains et place un fils et un père face à face. Le père demande à son fils de ne pas le tuer, mais nous voyons le fils tuer son père. Nudo dit qu'il veut voir les héros et faire des mouvements tant qu'ils le peuvent. Jaché demande s'il n'a jamais rencontré de héros alors que tous les rois démons en ont affronté un. Nudo répond que c'est exact, mais qu'il n'en a pas rencontré. Nous retournons à la base, où Zabé explique à la nouvelle équipe qu'Erio est leur chef et que les autres sont sélectionnés en fonction de leur ressemblance avec la nouvelle humanité. Jupiter du monde cosmique, Shidru du monde de l'infortune, Rayam du monde des forces magiques, Kubo et Shox du monde de la machine. Brajan, du monde des géants, fait partie de l'équipe de négociation. Brajan dit qu'il n'est pas très beau mais qu'il sera leur guide parce qu'il ressemble aux géants. Zabé leur demande de se rendre aux alentours de l'endroit prévu en utilisant la magie de téléportation de Rayam. Il dit que le cercle magique sera chargé dans 30 minutes. Il demande à l'équipe de se déplacer dans la zone entourant l'emplacement prévu. Nous voyons qu'Ario est seul dans le château et que l'angle de l'écureuil Queen vers lui. Nous voyons Kayla arriver par derrière. Ariel lui demande si elle est venue l'embrasser pour lui dire au revoir. Venue pour confirmer quelque chose avant une mission aussi importante, elle demande à Arel s'il a déjà combattu le roi des démons. Ario est troublé par cette question et Kayla dit qu'elle peut reconnaître un déserteur à sa réaction. Parce qu'elle a vu beaucoup de soldats comme elle, Ariel baisse les yeux et dit que son courage n'était pas suffisant. Lorsqu'ils sont arrivés au château du roi des démons, ils ont vu Nudo jouer avec des humains capturés. Son instinct lui demandait de s'échapper de là et avant même de s'en rendre compte, il était en train de courir, abandonnant ses camarades et d'autres humains, l'esprit brisé après avoir vu le roi démon au loin. Les années qu'il a passées à s'entraîner et à vomir du sang n'ont servi à rien et il n'avait rien d'un héros. Kayla écoute Arel qui pleure ses décisions. Après avoir fui, il a caché son identité car il ne voulait pas être vu. Lorsque le cataclysme est survenu, il a décidé de saisir cette opportunité et de retourner à la base. Il comptait jouer le rôle d'un héros et se fondre dans la masse. Il fut heureux de rencontrer Halo, un héros qui avait été vaincu par le roi des démons. Il pensait qu'il comprendrait peut-être sa douleur. Mais en lui parlant, il s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout cassé. Il semblait plus fort qu'avant lorsqu'il le regardait dans les yeux. Aerio pense que Halo est différent de lui et que c'est quelqu'un qui a été un héros pendant tout ce temps. Kayla lui demande s'il a vécu cela à l'époque. Pourquoi s'est-il porté volontaire pour diriger la mission? Aerio dit qu'il pense que Halo mérite de vivre davantage, mais il a levé la main pour la mission et était prêt à mourir.
Il ne pouvait pas laisser passer cette opportunité et a décidé de se porter volontaire. Aeryo se dit blessé pour cette décision et Kayla pense que ce n'est pas vrai. Elle estime que la décision qu'il a prise de corriger ses erreurs est courageuse et que personne ne s'en moquerait. Kayla estime qu'Aeryo est désormais quelqu'un de courageux. Aeryo s'émeut en entendant cela. Kayla lui tend une fleur. Elle dit que c'est un cadeau de retour et que si elle a fait quelque chose de mal selon sa culture, il peut le lui dire. Aeryo dit qu'elle ne l'a pas fait et qu'elle accepte d'être reconnaissante. Kayla dit qu'elle a réfléchi à la signification de la fleur et qu'elle a senti qu'elle n'était pas faite pour être mangée. Elle lui demande de lui enseigner à son retour de mission. Elle part et Aeryo la remercie en l'appelant Madame Kayla. Il tient la fleur contre sa poitrine et fait le serment d'utiliser toute sa force cette fois-ci. Il lui demande de le croire et de l'attendre. Nous voyons le cercle magique s'activer et Ryom dit qu'il est prêt à partir. Aeryo dit qu'ils vont partir en mission. Zabé lui dit qu'il compte sur lui et que le destin de cette base repose sur lui. Aeryo dit qu'il est habitué à ce genre de pression. Eiji a l'air tendu et serre Aeryo dans ses bras en lui demandant d'être en sécurité. Elle dit que les nouveaux humains sont très cruels et qu'elle prierait pour leur retour. Aeryo remercie Eiji et remarque que son corps tremble de peur. Aeryo fait un discours de motivation avant la mission. Il dit qu'ils doivent conduire les géants vers la nouvelle zone d'humanité. Ils peuvent être tués par les géants avant même que la mission ne commence, mais ils sont également préparés à la mort. Il dit qu'ils iront la tête haute parce qu'ils sont les plus cools. Le groupe est séduit par l'énergie positive et Aeryo dirige l'équipe de guides géants. Ils se téléportent à travers le cercle magique. Nous voyons Pain et Halo leur souhaiter bonne chance. Nous entrons dans un nouveau décor du monde des géants avec des montagnes. Un géant tient dans ses bras un humain mort du monde des machines. Nous voyons le groupe de géants et l'équipe de guides géants se tenir l'un en face de l'autre. Le géant dit que s'ils doivent dire quelque chose, qu'ils le fassent rapidement, sinon ils seront écrasés. Tout le monde a l'air terrifié après cet incident. Aeryo se souvient de ce qu'il a ressenti à l'époque lorsqu'il a vu le roi des démons. Son cœur se met à battre la chamade et il essaie de se calmer. Il touche la fleur et se souvient de ses promesses. Il a l'air déterminé et dit qu'il ne s'enfuira pas cette fois-ci. Nous voyons que les géants demandent au corps humain mort de parler. Ils taquinent les humains. Nous apprenons que celui qui est mort est Kubo, du monde des machines. Aeryo leur demande de se calmer et de faire en sorte de ne pas les mettre en colère, même un tout petit peu. Il leur demande d'agir comme s'ils se rendaient et les conduit vers le nouveau monde humain en leur disant que c'est leur base. Il demande à l'équipe de rester calme et de se concentrer sur sa mission. Aeryo crie et dit qu'ils n'ont pas l'intention de se battre, qu'ils sont prêts à se rendre et qu'ils conduiront les géants jusqu'à leur base. Il leur demande d'épargner leur vie et de revenir. Les géants rient et le traitent d'idiot. Il regarde Ryam et pense à sa thérapie magique de paix spirituelle qui calmerait les géants violents. Shidru, du monde de l'infortune, commence son discours. Il explique que les géants peuvent obtenir différents types de privilèges s'ils atteignent la base. Des objets rares qui leur seraient utiles et qu'ils sont prêts à leur offrir. Il dit que s'ils les tuent, cela ne profitera à aucun d'entre eux. Cela signifierait qu'ils n'avanceraient pas dans leur vie et c'est une situation qu'ils devraient éviter. Les géants le regardent fixement alors qu'il dit que la négociation est son domaine d'expertise. Il explique qu'il était un stratège commercial et qu'on comptait sur lui pour négocier avec de grandes entreprises. Shidru dit que la seule chose qu'ils veulent, c'est qu'on les épargne. Ils sont effrayés par les changements et n'ont pas la force de survivre dans le nouveau monde. Tout ce qu'ils veulent, c'est devenir leurs esclaves et travailler pour eux. Ils souhaitent coexister avec les géants. Nous voyons un géant écraser des chocs provenant du monde des machines et les mettre dans sa bouche. Le géant commence à mâcher le corps et demande à Shidru de continuer. Shidru est terrifié de voir son coéquipier se faire dévorer. Aeryo demande au géant d'arrêter et dit qu'ils ne sont pas des ennemis. Le géant répond qu'ils ont toujours été leurs ennemis et qu'ils sont leur nourriture et leurs jouets. L'un des géants donne un coup de poing à Ryam, qui est sauvé par Brajan. Il lui dit de se dépêcher d'utiliser la formule magique qui les calmera, et Aeryo est d'accord avec lui. Ryam dit qu'elle utilise la thérapie magique de la paix spirituelle depuis le début. Il est suffisamment puissant pour rendre les grands animaux calmes, mais peut-être que la nature calme du géant est aussi violente. Les géants leur demandent s'ils leur font quelque chose. Shidru pense qu'ils vont tous mourir. Il pense aux gens de la base et reprend ses négociations.
Il dit que les êtres humains ont de la valeur et que s'ils les utilisent, leur vie sera beaucoup plus facile. Shidru se demande de ne pas abandonner. Il leur demande de faire un choix logique qui puisse profiter aux deux. On voit la main d'un géant qui brandit une arme et Aeryo crie stop. Le géant écrase Shidru avec son arme et le tue. Il ne reste plus que 4 humains et ils ont peur. Jupiter, du monde des démons cosmiques, décide d'affronter les géants. Il active son anneau cosmique et passe en forme de combat. Il dit qu'il va montrer aux géants quelque chose de nouveau sur le cosmos. Les géants sont choqués de voir Jupiter voler. Il verrouille la cible sur les géants et tire un rayon laser cosmique. L'attaque provient de satellites de l'espace. L'attaque a été très efficace et les géants ont été blessés. Jupiter se rend compte que cela fonctionne et dit qu'il va montrer le fossé entre leurs civilisations. Pendant qu'il parle, un géant saute en l'air au niveau de Jupiter. Il est choqué par ce saut. Le géant tue Jupiter comme un humain tue un moustique. Reim, Brajan et Aeryo en sont choqués. Aeryo pense qu'il devrait aller les combattre ou attendre les négociations. Il pense que les chances de réussite de la mission sont faibles et qu'il devrait peut-être blesser les géants et avoir un impact avant qu'ils ne meurent. Brajan commence à marcher vers les géants. Il dit que le fait qu'il les ait laissés tous les 3 en vie signifie qu'il les trouve intéressants. S'il les laisse s'amuser, ils auront peut-être une chance. Aeryo lui demande ce qu'il entend par les laisser s'amuser. Brajan leur demande de garder leur calme et de se contenter de regarder et dit qu'il laisse le reste à Aeryo. Les géants reconnaissent l'apparence de Brajan. Nous le voyons tenir un sac de pilules. Elles sont fabriquées à partir de hardes de géants et réduites en poudre pour être ensuite transformées en médicaments. Il dit que la pilule leur donne un pouvoir temporaire en échange d'un lourd fardeau pour leur corps. C'est le dernier recours pour les humains du monde des géants. Il avale les pilules et se transforme en une version musclée et forte de lui-même. Le nouveau Brajan demande au grand garçon de jouer avec lui. Il a l'air puissant et énorme, avec de la fumée qui sort de son corps. Les géants se moquent de lui et commencent à bondir. Brajan donne un coup de poing à l'un des géants et l'envoie voler. Aeryo et Reim sont choqués par son pouvoir. Brajan dit Bangagadondo et lance un uppercut au géant. Il bat seul plusieurs géants et les fait souffrir. Nous le voyons tenir tête à des géants aussi puissants. Il continue à charger jusqu'à ce qu'il ait de l'énergie dans son corps. L'un des géants saisit Brajan dans son poing. Il l'écrase et le jette par terre. Tous lui foncent dessus alors qu'il gît, vaincu. Aeryo se rend compte qu'il n'est qu'un jouet pour les géants. Reim et Aeryo voient les géants briser les membres de Brajan et le jeter çà et là. Le géant lui écrase le corps avec ses pieds. Ils se moquent tous de lui et disent que c'était amusant. Le géant demande à Aeryo où il se trouve, s'ils ont d'autres nains avec lesquels ils peuvent jouer. Reim se cache derrière Aeryo et lui demande de se tourner vers l'avant pour qu'il puisse poursuivre la mission. Nous voyons les géants marcher derrière Reim et Aeryo. Nous les voyons manger un monstre ressemblant à une menthe. Le géant demande à Aeryo s'ils ont déjà atteint l'endroit. Aeryo leur demande d'être patients et leur dit que nous y sommes presque. Il suit la carte établie par Gera et les conduit vers la nouvelle zone d'humanité. Ils atteignent la zone des nouveaux humains. Le géant lui demande si c'est leur base. Aeryo répond par l'affirmative. Les géants s'enthousiasment à l'idée de tuer, de voler et de détruire. Nous voyons le géant derrière Reim et Aeryo lever son arme en disant qu'ils ne sont plus utiles. Aeryo demande à Reim d'utiliser des bottes à plumes qui transforment leurs bottes en bottes magiques glissantes et ils s'éloignent des géants. Les monstres les poursuivent et ils s'enfuient. Reim utilise sa magie décorative et se transforme en une tenue plus cool semblable à celle des nouveaux humains. Ils parviennent à échapper aux géants et les conduisent jusqu'à la nouvelle zone humaine. Nous entrons dans le monde de Neo Cruelty World et voyons des êtres humains vêtus de vêtements futuristes. Les sorciers se fondent dans la masse et les géants luttent pour les retrouver. Reim est heureuse qu'avec l'aide des informations de Eiji, ils aient réussi à imiter les caractéristiques des nouveaux humains. Aeryo lui demande d'être vigilante et mentionne qu'ils se déplacent entre des ennemis naturels. Ils ont un corps proportionné et ressemblent à des humains, mais ils sont synonymes de danger. Nous les voyons tous les deux marcher dans la zone et un nouvel humain les remarque. Ils ont l'impression d'avoir réussi à se déguiser entre eux et ont l'impression de ne pas avoir d'émotion dans ce monde. Les géants sont mécontents et prévoient de tout détruire dans la nouvelle zone humaine. Ils commencent par attaquer les bâtiments. Aucun d'entre eux n'a l'air décontenancé en regardant les géants.
Aéryo dit qu'il faut se détruire les uns les autres. Le combat entre les géants et les nouveaux humains a commencé. Les humains ont réussi à dresser l'un contre l'autre deux ennemis naturels. Les géants s'emparent de l'endroit et commencent à tout détruire. Aéryo se dit que cela aurait été un désastre s'ils étaient venus à leur base. Les nouveaux humains regardent sans émotion les géants qui détruisent leur région. Aéryo trouve qu'ils ressemblent à des civils normaux et il se demande s'ils ne sont pas des humains naturels et s'ils ne sont pas pris dans ce pétrin. Un géant trouve cela ennuyeux et s'en prend à un enfant qui mange une sucette. Rayim crie de faire attention, mais l'enfant ne bouge pas. Le géant est choqué lorsqu'il voit l'enfant, indemne, debout sur son arme. Il retire la tête de la sucette. Il utilise le bâton pour trancher la main du géant. Aéryo et Rayim sont choqués par leur puissance. Les nouveaux humains commencent à attaquer les géants. Soudain, les géants se retrouvent sur le banc des accusés et les nouveaux humains font valoir leurs compétences. La guerre entre deux ennemis naturels a commencé et les géants se frappent la poitrine et crient à l'ennemi. Les géants se déchaînent et frappent de leurs poings et de leurs pieds un certain nombre de nouveaux humains. La bataille s'intensifie car les deux camps sont assoiffés de sang. « Massacrez-les » crie le géant, et ils commencent à s'entretuer. Aéryo affirme que leur plan est un succès après les avoir vus se massacrer les uns les autres. Il demande à Rayim de partir pour qu'il puisse utiliser sa magie de vol dans un endroit sûr. Nous voyons que le nouvel humain a déjà tranché la gorge de Rayim par derrière. Le sang coule de sa bouche et elle s'effondre sur le sol. Le nouvel humain dit que si les anciens humains pensent qu'ils peuvent cacher leur odeur nauséabonde et se cacher parmi eux. Il dit que les humains ont une odeur distincte et qu'elle pollue l'air en ce moment. Il sait que les géants ont été amenés ici grâce à un plan et qualifie ce dernier de stupide. Aéryo demande s'il était au courant de leur existence, pourquoi il a attendu de perdre de nouveaux membres de l'humanité. Il demande s'ils vont bien sans les renforts. Le nouvel humain dit que personne ne sourcillerait devant un vagabond errant dans son monde. Ils ont du personnel pour ce travail et cela n'affecterait en rien leur vie quotidienne. Aéryo dit que même si beaucoup d'entre eux sont en train de mourir, c'est une situation insignifiante. Le nouvel humain dit qu'il a pour passe-temps d'observer le désespoir sur les visages humains. Il leur donne de l'espoir et le leur retire. Il dit que nous tuerons vos amis et votre famille après cela et fait une promesse à ce sujet. Il demande à Aéryo de lui montrer son visage plein de désespoir pour qu'il puisse s'en réjouir. Aéryo pense que depuis que Kubo a été écrasé, il n'a pas pensé à survivre seul. Ce qu'il ressent en ce moment, c'est de la colère et non de la peur. C'est parce qu'ils n'ont pas protégé les autres et qu'ils ont fui par le passé. Colère au nom des êtres humains qui sont tués. Il sort son épée et s'excuse auprès de Kayla. Allo et tout le monde disent qu'à partir de maintenant, c'est son combat égoïste. Les nouveaux humains le regardent fixement tandis qu'il demande à sa fée Kira de lui prêter du pouvoir. Kira crée une aura dorée étincelante autour d'Aéryo. Tout le monde est stupéfait par cette image. Le nouvel humain le traite d'être humain particulier d'un autre monde parce qu'il se défend. Il demande à ses camarades de le capturer et de le torturer pour qu'ils entendent des choses intéressantes. L'un d'eux lui demande s'il va s'enfuir à cause de ses larmes. Les yeux d'Aéryo coulent et il dit qu'à l'origine, le mouvement qu'il va utiliser était destiné au roi démon Udo. Il dit qu'il a fui tout et même lui-même, c'est une nouvelle version de lui. Il se souvient de la promesse qu'il a faite à Kayla. Il dit que c'est lui qui devrait dire de ne pas s'enfuir. Il enfonce son épée dans le sol et dit la combinaison de Fekira. Nous voyons une tempête dorée entourer toute la région, c'est la colère refoulée de l'humanité qui prend forme. Le héros Aéryo déchaîne la colère de l'humanité sur les ennemis naturels. Il forme une énorme tempête de lumière et tout le monde est aspiré à l'intérieur. L'attaque combinée des fées implique une fée qui possède un pouvoir dépassant les connaissances humaines et un pouvoir unique. Nous voyons les géants et les nouveaux humains coincés dans la tempête dorée d'Aéryo. Le géant se rend compte qu'un faible comme Aéryo est à l'origine de cette tempête, alors il lui fonce dessus pour le tuer. Mais la puissance est trop grande pour les titans. Le nouvel humain est impressionné par les pouvoirs d'Aéryo et pense qu'il crée un espace sûr pour lui-même. Alors qu'Aéryo continue d'attaquer, il trouve un groupe d'enfants et son instinct l'empêche de les attaquer. Les nouveaux enfants humains saisissent l'occasion et attaquent Aéryo avec leurs armes. Tous lancent leurs attaques sur Aéryo. Il libère encore plus de puissance magique après cela. Il dit que même si tout cela est une lutte inutile, même si son corps est détruit, la contre-attaque de l'humanité a déjà commencé.
Les nouveaux humains se tiennent entre les décombres et parlent d'une chose qu'ils ont remarquée. Les dégâts de la douche dorée sur les nouveaux humains sont limités. Le ciel était illuminé par ses pouvoirs, mais cela ne les a pas beaucoup gênés. Aerio a essayé d'engloutir toute la ville, mais cela n'a servi à rien. Nous voyons que tous les géants sont morts après l'attaque d'Aerio. Les nouveaux humains se demandent s'ils ont été créés par les humains. Ils disent alors que les humains ne sont pas capables de faire cela et qu'ils doivent être des êtres d'un autre monde. Ils les appellent leurs nouveaux jouets et rient. Le nouvel humain remarque que l'un des géants court toujours. On le voit se gratter le visage et on s'aperçoit qu'il a une sorte de parasite à l'intérieur de lui. Le parasite s'empare de l'hôte et se transforme en une toute nouvelle créature. Les nouveaux humains trouvent cela intéressant et pensent qu'ils ont trouvé un nouveau jouet avec lequel s'amuser. Nous retournons à la base et voit Aerio traîner des objets avec sa main. Il remarque une fée qui vole au-dessus de lui. Il remarque qu'il s'agit du soutien d'Aerio, Fairy Kira. Tout le monde se rassemble dans la salle de réunion et Pain tente de parler à Kira. Zabé demande ce que dit la fée du soutien d'Aerio et Pain répond que le plan a réussi. Les géants qui s'approchaient de leur base ont tous été détruits. Ils crient tous de bonheur et disent qu'ils ont gagné. Ils sont surpris de voir que ce plan absurde a fonctionné et que l'humanité peut continuer à avancer. Le commandant estime qu'ils sont en sécurité pour le moment. Allo demande ce qui est arrivé à Alio et aux autres. Pain répond que l'équipe est morte aux mains des géants et que seuls Rayam et Aerio ont réussi à guider les géants jusqu'à la nouvelle zone humaine. C'est là que Rayam a été tué par les nouveaux humains. Les cosmiques sont choqués que même Gepetto soit mort. Les géants humains pensent que Bragan est prêt à se sacrifier contre les géants. Pain dit qu'Aerio n'est pas mort mais a été gardé comme prisonnier dans une zone de confinement pour les vieux humains. Le message qu'il leur adresse est le suivant: ne venez en aucun cas me sauver. Après avoir entendu cela, Allo serre le poing. Il part et Kayla essaie de l'arrêter. Xavi dit qu'Allo est peut-être imprudent mais qu'il n'ira pas à l'encontre des souhaits de son ami et qu'il faut le laisser tranquille pour l'instant. Pain a l'air triste pour Allo. Nous voyons Allo assis seul en train de penser à son ami. Il entend le gamin dire qu'ils sont en sécurité dans la base pour l'instant. Ils jouent volontiers au football ensemble. Allo le regarde en pensant que ce bonheur est ce qu'Aerio et les autres ont protégé. La balle le touche et les enfants s'excusent. Il lui demande si sa main cassée lui fait mal. Il le nie et dit qu'il est fort en tant que héros. Les enfants lui demandent s'il est sincère et Allo leur explique qu'il peut déplacer des objets avec sa main cassée. Cela lui fait très mal et il dissimule sa douleur sur son visage. Cela effraie les enfants et il s'enfuit. Il sourit en remerciant Aerio et se lève avec la motivation dans son langage corporel. Nous voyons que Kiva est enfin arrivé près de la base. Il sourit parce qu'il les a trouvés. Kiva est arrivé avec une armée de démons et est prêt à attaquer Allo. Allo sent le danger s'approcher de la base et les enfants lui demandent où il va. Il lui demande s'il va sauver d'autres réfugiés et un enfant lui répond qu'il a des bandages pour les gens. Allo leur demande une requête et leur demande de dire à un homme aux cheveux longs nommé Zabi que des démons sont venus jouer avec eux. Ils acceptent. Allo ouvre la porte et sort de la base. Il s'agit d'une revanche entre deux personnes issues du même monde. Kiva dit que le fait de sortir seul est quelque chose d'admirable. Allo reconnaît Kiva et lui demande s'il est venu seul. Il dit que sa cible, c'est lui, et lui demande de se battre en 1 contre 1. Si Allo gagne, Kiva ne posera plus la main sur la base. Kiva en rit en disant qu'il est à nouveau plein de vigueur. Il promet qu'il le fera, mais cela n'arrivera pas car il ne gagnera pas. Kiva dit qu'il faut le libérer et qu'il le punira pour avoir piégé ses robots et l'avoir fait passer pour un imbécile. Allo sort son épée cassée et dit qu'il a envie de se battre, alors qu'il le fasse. Il s'affronte avec rage. Kiva remarque que l'épée brille et qu'elle est différente de celle d'avant. Elle est maintenant plus stable, alors qu'avant elle était faible à cause de sa peur. Allo s'élance vers Kiva et l'épée lui échappe. Il la reprend et poignarde le torse de Kiva en lui tournant le dos. Kiva est choqué par ce geste et recule d'un bond. Ses mains tremblent alors qu'il pense que tuer Allo va être un soulagement du stress pour lui et non un combat. Il dit « Burst » et se transforme en une version démoniaque et monstrueuse de lui-même. Il traite Allo de sale humain et lui dit de ne pas s'emballer. Allo coupe la paume de Kiva en morceaux et attaque son corps avec son bras. Cela fait très mal à Kiva et l'envoie voler au sol. Alors qu'il est allongé sur le sol, Kiva voit Allo lui lancer dessus depuis les airs. Allo attaque avec son épée mais Kiva l'esquive. Nous voyons que Allo est déterminé à tuer Kiva à tout prix.
ce qui effraie un peu Kiva. Il se rend compte qu'il s'agit du véritable pouvoir de Halo qu'il a utilisé contre Jaché. Il appelle les démons et les laisse se repaître de héros Halo. Les démons affamés courent vers Halo. Kiva demande aux démons de le maintenir à peine en vie pour qu'ils puissent lui poser des questions sur le nouveau monde. Kiva dit que si quelqu'un tue Halo, il sera puni. Nous avons vu que Kiva a eu peur des pouvoirs d'Halo et n'a pas tenu sa promesse. Alors que les démons se rapprochent, Halo ferme les yeux et pense à son ami Aéreo. Il pense qu'ils auraient gagné sans se sacrifier s'ils avaient combattu les géants ensemble. Il dit que cela serait arrivé s'il avait été un héros fiable et hurle à l'armée de démons de venir à lui. Il dit qu'il va les mettre en pièces et les démons le regardent fixement tandis que son épée s'illumine. Nous voyons les humains attaquer avec des bombes lacrymogènes depuis la base et lancer des attaques contre les démons. Les démons sont affectés par les attaques et Kayla demande à Halo s'il va bien. Les sorciers forment une barrière de flammes avancée appelée « mur du volcan ». Les démons s'envolent alors loin de la base. Nous voyons les sorciers travailler ensemble pour y parvenir. Paka arrive de la base, plein de rage, et frappe un démon au visage. Paka se met à tabasser les démons et donne un coup de tête à un énorme démon porcin en lui écrasant la tête. Nous voyons à quel point Paka du monde des géants est puissant avec ses mouvements. Paka se met à pleurer en s'enfuyant. Halo lui demande la raison de ses larmes. Paka pose sa tête sur le front de Halo et lui dit qu'Ereo était son ami, mais que Braj s'est sacrifié pour la base. Il parle aussi des autres gars qui sont morts. Les sorciers disent qu'ils ne laisseront pas le sacrifice de Rayam en vain. Kayla dit que la mort de Shox et de Kubo ne sera pas vaine. Paka dit à Halo que se battre avec acharnement n'est pas un problème. Il lui demande de ne pas risquer sa vie car il trahirait Braj et les autres qui sont morts pour leur sécurité. Kiba regarde les autres se présenter et trouve cela gênant. Il demande aux démons de garder Halo en vie et de tuer tous les autres. Halo s'excuse d'avoir été imprudent. Mais il dit qu'il ne peut pas se pardonner d'être inutile. Paka dit qu'il pense la même chose de lui-même. Les démons arrivent sur eux et tous deux les envoient voler avec leurs attaques. Kiba se rend compte que les humains ont des combattants plus puissants et pense qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant car c'est la limite de l'humanité. Nous voyons une vue aérienne de la bataille à l'extérieur de la base. Les personnes présentes dans la salle de réunion attendent le résultat. Nous voyons les enfants debout dans la pièce et réalisons qu'ils ont fait leur travail. Zabé dit qu'il a envoyé l'équipe de Kayla et l'équipe de sorciers de Juda pour aider Halo. Il dit qu'il fait confiance à leur pouvoir et à leurs décisions. Samon dit que Paka a entendu parler des ennemis et a couru se battre. Zabé a envoyé tous les meilleurs combattants des différents mondes pour faire face à cette situation. Nous voyons le héros Halo au milieu de la bataille et Paka qui bat les démons derrière lui. Les humains commencent à tirer, les géants frappent les démons avec des pierres, les sorciers utilisent la magie et tout le monde fait de son mieux. Zabé dit qu'il sent qu'ils sont cernés comme des rats dans un piège. La personne debout dit qu'elle n'a pas la possibilité de les conduire vers la nouvelle zone d'humanité. Eji est triste que, même après le sacrifice, ils doivent à nouveau faire face à de telles situations. Le commandant dit que le rapport indique qu'une arme a été lancée dans l'espace et Samon demande ce qu'est l'espace. L'officier demande aux humains cosmiques si ce sont eux qui ont mis cela dans les rapports et Sua demande s'il est dit que c'est un satellite fabriqué par l'homme. Il explique que de nombreux satellites artificiels sont envoyés dans l'espace et que certains d'entre eux ont été envoyés bien avant l'heure. Ils peuvent être contrôlés pour envoyer des faisceaux laser à des coordonnées précises et il n'en reste plus que 26 dans l'espace. Zabé est impressionné par leur capacité technologique. Sua dit que son pouvoir est de localiser un ennemi et de le vaporiser. Il pense que cela ne fonctionnera pas dans les batailles car ils ont trop d'ennemis. L'agent dit que ce n'est pas une raison pour ne pas l'utiliser ici et demande s'il y a une autre raison ou une hésitation. Sua dit qu'ils ont un enregistrement du moment où Gepito l'a utilisé. Il a suivi les règles et l'a utilisé sur des géants, mais c'était inefficace. Zabé demande quelles sont les règles et Sua répond que s'il ne respecte pas les limites de sécurité, le risque de détention est plus élevé. Si cela se produit, les satellites peuvent être détruits et il se peut qu'ils viennent ici. Samon demande qui sont ces gens que Sua mentionne et dit qu'il doit être agréable de ne pas connaître l'espace. Il parle d'un enfer sans fin. Une fois qu'ils ont quitté leur planète, il n'y a plus d'endroit où se cacher. Samon fixe Sua tandis qu'il explique qu'ils ne doivent pas être trouvés par eux, qu'ils ne doivent pas les combattre et qu'il n'y a pas de plus grande menace qu'eux. Il les appelle les Madarans. Le faible humain lui demande d'arrêter de se plaindre et de se contenter de tirer sur les lasers. Sua répond que ce n'est pas si simple et qu'il risque d'être détecté.
Sua pense à Gepito et lui dit qu'il y a peut-être pensé et qu'on peut essayer. L'officier le remercie pour sa décision courageuse et lui demande de tirer au maximum. Sua l'engueule et lui dit que s'il tire au maximum, le risque qu'ils viennent ici devient trop élevé. L'officier dit qu'ils auront des ennuis s'ils ne viennent pas. Zabé demande à Sua de les inviter ici. Nous retournons sur le champ de bataille et voyons Paka et Halo battre des démons. Les soldats de Kayla n'ont plus d'énergie de téléportation, il y a trop de démons pour que les humains puissent les vaincre. L'épée de Halo s'illumine alors qu'il affronte les démons. Les gens à l'intérieur de la base souffrent des bruits forts des batailles. Kira est triste et la douleur réconforte la fée. Nous voyons une lumière arriver du ciel et frapper directement les démons. Halo et Kiba sont déconcertés par cette lumière, puis nous réalisons qu'elle provient du satellite du cosmos. Les rayons laser attaquent toute l'armée de démons. Kiba esquive et dit qu'il ne sent aucune magie dans les rayons laser et appelle cela un autre combat. Soudain, les rayons laser s'arrêtent et Kiba rit en demandant si c'était censé être l'atout de l'humanité. Quelque chose d'énorme tombe du ciel et ressemble à un vaisseau spatial. Sua indique qu'une autre arme satellitaire a été détruite. L'officier demande s'ils sont venus et il répond que oui, ils sont arrivés. Sua dit qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Zabé dit qu'il serait formidable qu'ils combattent l'armée des démons. Sua affirme que les niveaux de menace sont différents et qu'ils ne se battront pas contre des personnes en particulier. Il dit qu'à partir de maintenant, tous les habitants de cette région seront tués par eux. Nous voyons les Matorans se transformer en leur forme. Les démons cosmiques sont arrivés sur le champ de bataille. Une mystérieuse menace arrive de l'espace. Vont-ils aider ou s'ajouter à la liste des ennemis? Nous voyons les Matorans qui ont l'air plutôt mignons. Mais nous savons, grâce aux paroles de Sua, qu'il ne faut pas s'en méfier. Ils sont tous désorientés par la langue qu'ils parlent. Le combat entre Halo et Kiba se poursuit. Kiba vise l'entrejambe de Halo avec un puissant coup de pied et brise les noix de Halo. Kiba dit qu'il a été distrait par le nouvel arrivant et demande si c'est là sa limite. Il dit que ses attaques sont plus faibles qu'avant et que c'est à cause des démons qu'il a combattus. Halo semble épuisé et son corps a atteint ses limites. Kiba se tient derrière Halo et dit qu'il avait une force extraordinaire pour un être humain. Mais il n'avait aucune chance contre les seigneurs démons et dit qu'il s'en est bien sorti. Halo tente de reprendre des forces et Kiba l'attaque à pleine puissance. Nous voyons les Matorans se mettre en marche et le bruit est trop fort et tout le monde se bouche les oreilles. Kiba est agacé par le son et demande à ce qu'on le ferme. Il dit qu'ils se fichent de qui ils sont et leur demande de ne pas interférer dans ce moment crucial. Les Matorans le fixent et commencent à marcher vers lui. Sua demande quel est leur plan après avoir appelé les Matorans, car il n'y a aucun moyen de les contrôler dans ce monde. Sabé répond qu'ils espèrent que l'armée de démons les retiendra et leur donnera le temps de réfléchir. Sua est effrayé et dit que cela signifie qu'il n'y a pas de plan. Le commandant déclare qu'il n'y a plus d'autres options et que si la défaite est certaine, ils emmèneront l'ennemi en enfer avec eux. Sua est en colère contre la tactique de l'officier. L'officier dit qu'ils ne sont pas en mesure de se soucier des apparences et qu'ils doivent trouver des moyens de survivre, quelles que soient les faibles chances qu'ils ont de le faire. Il considère qu'il s'agit d'un combat entre les démons et les extraterrestres et se demande s'ils trouveront un moyen de s'en sortir avant la fin de la bataille. Il affirme que nous trouverons un moyen et leur demande de mettre leur vie en jeu dans ce plan. Les extraterrestres s'avancent en parlant leur langue. Tout le monde est choqué de voir des êtres venus de l'espace. Kiva les prend à la légère et leur dit que tout ce qui se trouve sur leur chemin servira de nourriture au roi des démons. Il affirme qu'il ne commettra pas les mêmes erreurs que contre les robots. Il utilise le relâchement et commence à utiliser toute sa puissance sans baisser sa garde. Il utilise le canon explosif Croc de démons et attaque les Matorans. L'attaque fait même périr les démons. Il dit qu'il veut éliminer tout ce qui l'inquiète ou l'inquiéterait lors d'une bataille ultérieure. Il cherche Halo, mais il n'est plus là. Paka porte le héros sur son épaule et traverse des hordes de démons. Halo demande à Paka s'il quitte la base. Ils ne pourront pas la protéger. Paka répond que c'est bon et que Kiva les suivra loin du fort. Parce qu'il veut le vaincre, Halo trouve l'idée astucieuse. Kiva trouve ennuyeux que Halo s'enfuit et attaque Paka avec une attaque. Ce qui lui fait perdre l'équilibre et tomber à terre. Les démons entourent Paka et Halo. Kiva voit l'extraterrestre arriver sur lui à partir de la fumée. Il se met en colère et se lance en utilisant son burst pour se transformer. Le Matoran frappe Kiva dans le ventre et c'est suffisant pour le faire saigner par la bouche. Kiva vole à travers le fort de la base et se retrouve dans la salle de réunion de la base.
Les humains pensent qu'il s'agit d'une attaque ennemie et lorsqu'ils fixent Kiva, ils réalisent qu'il est le chef de l'armée des démons. Les démons tentent d'attaquer les extraterrestres et ils sont détruits par les pouvoirs étranges des extraterrestres. Leur corps se transforme en paix et ils se demandent ce qui vient de se passer. Halo remarque que le laser de leurs yeux découpe les démons en petits morceaux. L'extraterrestre continue d'avancer et les démons l'attaquent à pleine puissance. Dès qu'ils s'approchent de l'extraterrestre, ils se transforment tous en morceaux de viande et s'envolent. Il s'agit là d'un pouvoir insensé. Sua lui dit que c'est ce qu'il voulait dire lorsqu'il a déclaré qu'ils étaient imbattables. Les Matorans sont au sommet de tous les ennemis naturels du monde. Nous voyons comment les attaques des Matorans tuent les démons sur le champ de bataille. Il les appelle les monstres au-delà de la rationalité et dit que vous les avez invités ici. Halo ressent la même peur que lorsqu'il a affronté le roi démon Jaché. L'extraterrestre plane au-dessus du champ de bataille et demande si vous m'entendez. Il se demande si cette fréquence fonctionne ici et dit qu'elle est similaire à celle des humains sur Terre. L'extraterrestre dit qu'il a une question à poser et qu'il n'épargnera que les personnes qui répondront à ces questions. Les démons s'en prennent à nouveau à eux et se font tuer par les Matorans. Il qualifie les démons de laids et se demande s'il existe une telle conception sur cette planète. L'un d'entre eux dit que cela n'a pas d'importance. Ils disent que leur principale motivation est de découvrir ce qui se passe sur cette planète. Ils pensent que l'humanité a entamé sa dernière lutte désespérée. Il appelle l'un des démons « poubelle » et lui demande d'où il vient. Nous revenons à Sua qui dit que pour elle, les humains et les démons sont des déchets et qu'ils seront bientôt éliminés. Zébé devient anxieux après avoir entendu les paroles de Sua. Nous voyons Zébé fixer Kiva et une voix s'élève pour dire qu'il est peut-être trop tôt pour abandonner.